Ok, bonjour à tous. On va passer une heure et demie ensemble pour parler de votre statut juridique. Si jamais en sortant de l'école, vous voulez entreprendre, le titre que j'ai mis moi, c'est « Tu fais quoi après l'école? Tu montes ta boîte ». Parce que dans vos secteurs d'activité artistique, souvent, quand vous sortez de l'école, vous avez envie d'être des jeunes fougueux et d'entreprendre, plutôt d'ex-salariés. En face de vous, vous trouvez sur Internet qu'il y a beaucoup d'informations. C'est du grand n'importe quoi, hein. C'est comme tout ce qu'il y a sur Internet. Il y a du bon, du mauvais, du grand mélange, des grandes confusions. Et on va essayer un peu d'éclaircir tout ça pour que vous puissiez un peu avoir une ligne directrice et un peu mieux vous en sortir lorsque vous aurez fini l'école très bientôt. On va commencer par que je me présente. Donc, je suis Eric Hainaut, je suis expert comptable. Je suis fondateur d'un cabinet qui s'appelle le cabinet Comcom, qui est un cabinet qui est spécialisé dans les domaines culture et médias. Alors culture et médias au sens très large, puisque ça peut comprendre des boîtes d'audiovisuel, de spectacles, des web agencies, ça comprend aussi des freelances. J'ai à peu près 400 freelances dans mon cabinet. Donc freelance, c'est des gens qui sont web designers, qui sont écrivains, auteurs-compositeurs, photographes, illustrateurs, motion designers, on en parlera un petit peu. Et puis des gens qui travaillent les uns avec les autres, puisque de toute façon, beaucoup d'entreprises du secteur culture et médias travaillent avec des indépendants. Donc du coup, je suis en amont, en aval de toute cette problématique. Notre cabinet aussi a une autre particularité. Hormis le fait qu'elle existe depuis 30 ans et que nous avons 100 collaborateurs, c'est que nous traitons 65 000 fiches de paye par an, dont 25 000 intermittents du spectacle, qui sont aussi une spécificité des domaines culture et médias. Alors, vous allez sortir de l'école, ça c'est sûr, vous y êtes rentré, donc c'est pour en sortir à un moment donné ou un autre. Il va s'attendre à ce que vous soyez soit dans le salariat, soit dans l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, on ne va pas du tout parler du salariat, sauf qu'il peut y avoir des possibilités dans l'entreprise, qui est le portage salarial, et qui revient à être du salarié, mais porté. Donc on en parlera un petit peu. Et on va parler plutôt des entrepreneurs. Pour ceux qui ont déjà qui se sont creusés un peu la question de savoir quand ils allaient sortir, s'ils allaient entreprendre, c'est sûr que si on va sur Internet et qu'on cherche quel statut choisir, c'est quoi auto-entrepreneur, c'est quoi la SASU, c'est quoi une entreprise individuelle par rapport à une profession libérale, c'est le grand patauillage. Ça décourage parce qu'on n'y comprend plus rien. Parce que d'un site à l'autre, on dit des choses et puis c'est pas la même d'autre côté, parce qu'on n'utilise pas le même vocabulaire. Parce qu'en plus, sur Internet, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a plein de gens qui s'inventent des professionnels qui ne le sont pas et qui imposent des règles qui ne sont pas des bonnes règles, parce qu'eux, ils ont fait comme ça et qu'ils trouvent que c'est super bien. Il faut se méfier, hein. C'est comme sur Wikipédia, faut pas tout prendre, hein. C'est qu'il y a des gens qui donnent des règles et qui sont vraiment des erreurs fiscales ou des erreurs comptables ou des erreurs juridiques. Il faut faire très attention à ça, hein, donc il faut faire attention. Et puis, des appellations, parce qu'on ne comprend plus rien entre société commerciale, entreprise individuelle, entre auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs. Aujourd'hui, je ne sais pas si, au moins parmi vous, il y en a qui sait ce que c'est la différence entre micro-entrepreneur et auto-entrepreneur. Quelqu'un sait? Je crois que c'est juste le statut, passer de auto-entrepreneur, c'est devenu micro-entrepreneur. Non, mais c'est la même chose, ça a juste changé de nom. Voilà, c'est que le gouvernement s'amuse en plus pour nous perturber à changer des noms régulièrement. Par exemple, le RSI dont tout le monde a entendu parler s'appelle maintenant le SSI, mais c'est la même chose. La CMU, donc les gens connaissaient, la CMU, couverture maladie universelle, a changé de nom récemment, s'appelle la PUMA, protection universelle maladie, c'est la même chose. Et puis, auto-entrepreneur est devenu micro-entrepreneur, c'est la même chose. Et donc, en plus de ça, si vous avez des sites qui ne sont pas mis à jour, et quand on lit, on se dit, je ne comprends pas pourquoi ils me demandent de mettre en micro-entrepreneur, moi j'aurais préféré être auto-entrepreneur. C'est parce qu'on a changé de nom et que les sites ne sont pas à jour. Donc, il faut aussi se méfier de ça. Et la dernière chose, vous pensez que c'est un parcours du combattant. En réalité, quand on met des règles très simples, très strictes, et vous allez voir, hein, j'ai des schémas, quand on fait une belle explication par des schémas, on arrive à trouver tout de suite ce qu'on doit faire, et quel choix et pourquoi on doit choisir ces choses, ces statuts ou régimes-là. Donc c'est ce qu'on va voir. On va déjà voir comment s'y retrouver, choisir la bonne forme d'entreprise, parce qu'il y a plein de formes. On ne va pas toutes les voir, on va voir les principales, parce que les autres, ce sont des formes qui ont été créées spécialement pour on va dire, des organisations patrimoniales ou des organisations fiscales, des montages fiscaux, on va dire. Par exemple, quand vous avez une société en nom collectif, dont on ne parlera pas, ce n'est utilisé que dans un cadre fiscal par rapport à des groupes d'entreprises, ou les holdings, c'est des particularités. Donc tout ça, on ne le verra pas, on verra les choses les plus courantes qu'on peut utiliser. Les problématiques fiscales et sociales, parce que selon les statuts ou les régimes que vous aurez, il y aura plus ou moins d'impôts, avec des impôts différents, des charges sociales plus ou moins élevées. Et aujourd'hui, on fonce, parce que dans la SASU, par exemple, parce que c'est une forme très à la mode, et en réalité, la SASU, c'est une hérésie pour des petites entreprises, il ne faut surtout pas la choisir. Et on verra pourquoi. Donc on va voir tout ça, et aussi fiscal, parce que dès qu'on déclenche un
un statut d'entreprise, bah, ça déclenche d'un seul coup toute une ribambelle de taxes. Il ne faut pas tomber dans celles qui sont les plus élevées, surtout pour commencer. Et puis aussi les contraintes, parce que on ne peut pas faire n'importe quelle activité quand on est dans une activité culturelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui me parlent d'associations, qui me disent je suis graphiste, mais je n'ai pas envie de m'embêter avec la maison des artistes, donc je voudrais être auto-entrepreneur. Est-ce qu'il a le droit, est-ce qu'il n'a pas le droit et tout. Donc on verra, il y a quand même des contraintes légales, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et puis aussi optimiser, parce que le but c'est... Alors moi j'ai coutume d'appeler les gens qui travaillent dans le domaine culture et médias des homo economicus. C'est qu'aujourd'hui on est dans des secteurs alors, qui génèrent beaucoup d'argent, puisqu'on dit que le PIB des secteurs culture et médias est plus important que celui de l'automobile en France, ce qui est vrai au niveau des chiffres. Mais il y a beaucoup de gens, et puis il y en a une grande disparité avec des gens qui gagnent beaucoup d'argent, et puis des gens qui n'en gagnent pas beaucoup, et puis qui sont à la recherche d'économies, comme on parle par exemple des intermédiaires qui sont à la recherche de leurs 507 heures pour avoir leurs assédiques. On a des gens qui sont, quand ils sont indépendants, à la recherche d'un minimum de chiffre d'affaires pour avoir leur sécurité sociale, sinon ils devraient être à la CMU. Donc voilà, donc on court toujours après les sous, puis quand on en a, ben, il faut courir après l'économie d'impôt, d'où l'homo economicus. Homo avec un grand H. Alors cette période, il faut faire attention. Voilà, le premier graphique qui pique les yeux. Alors, celui-là, vous l'aurez en support, hein, il sera en ligne. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a mis des couleurs, parce qu'il n'y a pas mieux que pour repérer à quoi je peux prétendre, c'est que de voir par des couleurs. On va déjà, ça c'est toutes les formes d'entreprise qu'on peut avoir en France, enfin, les plus courantes, et il faut descendre par strates. Déjà, on va faire une moitié. En France, il y a deux sortes d'impôts, l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu. C'est deux impôts différents, parce que l'impôt sur les sociétés, c'est un impôt fixe, et l'impôt sur le revenu, c'est un impôt par tranche. Et vous vous rappelez, quand vous étiez à la petite école, on vous a dit quand il y avait quelque chose qui était en courbe et quelque chose qui était une ligne droite, à un moment donné, ça se croisait. Forcément. Deux lignes droites parallèles ne se croisent jamais, mais une courbe et une ligne droite, ça se croise. Et donc, ces deux impôts vont se croiser à un moment donné sur un graphique, et on verra après, parce que c'est une des méthodes d'optimisation. Première chose, donc, savoir est-ce que je vais être soumis à un impôt progressif ou un impôt fixe. Après, comme on ne comprend pas souvent le vocabulaire entre un statut et un régime, on a mis des couleurs. Le violet, c'est les statuts. Le vert, c'est le fiscal. Le orange, c'est le social. Ici, dans les entreprises individuelles, par rapport aux sociétés commerciales, là, on est tout seul. On n'a pas d'associés. Les plus courants sont les artisans, les commerçants et les professions libérales. J'ai l'habitude de dire, un commerçant, il travaille avec sa caisse enregistreuse, un artisan avec ses doigts, une profession libérale travaille avec sa tête. Donc déjà, quand vous devez choisir une activité, c'est de savoir est-ce que vous travaillez avec vos doigts, est-ce que vous travaillez avec votre caisse enregistreuse ou est-ce que vous travaillez avec votre tête. Généralement, les métiers culture et médias, c'est souvent des métiers de profession libérale, des métiers intellectuels. Travailler avec ses doigts, c'est pas quand on tape sur un clavier d'ordinateur, hein. C'est fabriquer des sabots, c'est réparer une voiture, c'est être coiffeur. Être commerçant, c'est acheter et revendre des marchandises ou les produire. Donc on n'est pas du tout là-dedans. D'accord ? Première chose. Deuxième chose, c'est qu'on a des appellations fiscales. BNC qui veut dire bénéfices non commerciaux et BIC qui veut dire un bénéfice industriel et commerciaux. C'est juste, et ça, il ne faut pas se prendre la tête avec cette couleur verte-là, c'est juste la catégorie d'imposition fiscale. C'est dans votre déclaration d'impôt sur revenu, c'est dans la case à laquelle vous mettrez les revenus pour être imposés. Si vous êtes un artisan ou un commerçant en profession libérale, et bien dans votre déclaration d'impôt sur revenu, vous mettrez le chiffre d'affaires ou le bénéfice dans la catégorie bénéfices industriels et commerciaux. Et les BNC, vous le mettrez ça dans la catégorie bénéfices non commerciaux. Et bien 1 euro gagné en bénéfices industriels et commerciaux soumis à l'impôt sur revenu ou 1 euro gagné imposé dans la catégorie des BNC à l'impôt sur revenu sont soumis au même barème de l'impôt sur revenu. D'ailleurs, à un moment donné, le gouvernement voudrait fusionner ça en disant tout ce qui est là, on ne comprend pas pourquoi il y a deux catégories d'imposition, parce que de toute façon, c'est soumis au même barème d'impôt sur le revenu. Donc déjà, c'est un des premiers éléments de perturbation quand on réfléchit est-ce que je devrais payer les BIC ou des BNC? On s'en fiche, c'est le même impôt. D'accord? Ensuite, dans les BNC, on a 3 catégories et elles sont que sociales, parce que ici, on est dans une catégorie profession libérale où on peut trouver les avocats, les médecins, les notaires, les graphistes, les chiropracteurs, les coachs sportifs, tout ce que vous voulez, les formateurs, tous ces gens-là sont là-dedans, c'est des activités intellectuelles. Sauf que dans les activités intellectuelles, socialement, on en repère 2 catégories. Ceux qui travaillent dans le milieu plutôt, on va dire plutôt culturel, au niveau des droits d'auteur, et là ils pourront relever de la GSA ou de la maison des artistes. Donc on dit que ce sont des artistes, c'est la sécurité sociale des artistes-auteurs, et tous les autres, et alors là c'est simple, c'est tous les autres. On dit qu'ils sont au RSI ou à l'URSSAF, qui maintenant s'appelle le SSI.
Enfin, on va encore entendre parler pendant des années du RSI, même si ça s'appelle le SSI. Donc là, on est juste dans simplement une appartenance sociale. Et ça, c'est important parce que tout ce qui est orange ici, c'est là-dessus que va se faire les économies ou les optimisations, parce que tout le reste, c'est pareil. Que vous soyez là, là ou là, fiscalement, on a vu que c'était la même chose. Que vous soyez là, là ou là, la comptabilité, le bilan, les frais de création, tout ça, c'est la même chose. Toute la démarcation se fait au niveau du social. Mais est-ce que j'ai le droit ou pas droit d'être dans telle ou telle catégorie? Ça va être une question à se poser. Si on part de l'autre côté, là, on a les SARL, les SAS, les SA. Et vous verrez qu'il y a une société qui est au milieu. SARL, société à responsabilité limitée. SAS, société par action simplifiée. Et la SA, société anonyme. C'est des personnes morales. On peut voir plein de choses avec ça. C'est-à-dire que c'est un grand moyen de croissance. Mais c'est des machines un peu plus lourdes, un peu plus coûteuses. Et on va voir un peu ce que ça implique comme contrainte. Et là, on reste quand même dans la catégorie des BIC, mais soumis à l'impôt sur les sociétés. Au milieu, vous avez l'URL. URL qui veut dire entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Elle est au milieu, pourquoi? Parce que c'est un choix pour son imposition, on a le choix. De plein droit, elle est soumise à l'impôt sur le revenu, donc de plein droit, elle est de ce côté-là. Mais sur option, on peut opter là. Et donc ça dépendra de ce qu'on veut faire au niveau de l'impôt. Est-ce que c'est optimisant que d'être soumis à l'impôt sur société ou à l'impôt sur revenu? Donc c'est cool, on peut choisir à l'origine, et on peut faire d'ailleurs en cours de vie opter. Par contre, si on a opté une fois, on ne peut plus revenir en arrière. Donc c'est des choses aussi à réfléchir. Et vous allez me dire, ils sont où les micro-entrepreneurs ou les auto-entrepreneurs là-dedans? Ben, ils n'y sont pas. Pourquoi? Parce que si je devais les placer, je les placerais quelque part par là. Ce n'est pas un statut auto-entrepreneur, c'est un régime fiscal dérogatoire et un régime social dérogatoire. C'est une sorte d'entreprise individuelle qui n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu en principe, qui est soumis à l'URSSAF, mais pas au régime normal, et qui peut être profession libérale, commerçant ou artisan. Donc c'est un peu tout et n'importe quoi. C'est une enveloppe spéciale qu'on a mis dans un coin en disant voilà, on va créer un régime dérogatoire à tout ce qui existe et on va essayer de dépatouiller tout ça après. C'est pour ça que ce n'est pas dans ce graphique-là, parce que ce n'est pas du tout une forme. Ce n'est pas un statut d'entreprise, ce n'est pas un statut juridique. Le social, là c'est ça qui est très très important. C'est que quand on est à la maison d'artistes ou à la GISA, et vous verrez pourquoi les gens courent après certains régimes sociaux favorables, c'est que les charges sociales sont de l'ordre de 28%. Quand on est à la sécurité sociale, des artisans, des commerçants ou URL, on est à un taux d'environ 45%. Alors il a tendance à baisser, on serait plutôt dans les 40 en ce moment. 40%. Quand on est président d'une ESS ou président d'une SA, les charges sociales sont de 75%. Et quand on est gérant d'une SARL, si on a plus de 50% du capital, on a 45% de charges sociales, ou 75% si on a moins de 50% du capital. Vous comprendrez que quand on dit 28, 45, 75%, ça peut faire peur, on est carrément 3 fois le montant. Et quand on est intermittent du spectacle, qui est aussi un régime, hein, c'est pas un statut, intermittent du spectacle, on est à 83% de charges sociales. Donc pourquoi tout le monde se bat pour être artiste-auteur, pour appartenir à la maison des artistes à la GSA? Bah, c'est une raison, hein, c'est le coût des charges sociales. Mais est-ce que c'est valable tout le temps ou pas? Est-ce qu'on peut tout le temps être à la maison des artistes ou à la GSA? C'est pas évident non plus. Pourquoi la SAS est à la mode alors qu'elle a 75% de charges sociales, alors que la SRL n'a que 45% de charges sociales? Il y a aussi une raison. On va le voir également. Ça va? Ça pique un peu les yeux le premier graphique. Le deuxième, il a été un peu plus cool. Et vous verrez quand vous posez, j'ai fait 4 questions à se poser quand on veut créer son entreprise. Quand vous posez les 4 questions, ça répond à ça. Et après, vous verrez que les avantages et les contraintes, ben normalement, après on se dit, tiens, eh ben, je vais choisir celle-là ou celle-là ou celle-là. Je ne peux pas dire quand quelqu'un vient me voir au bureau en disant, je suis infographiste, je voudrais me mettre à mon compte. Je vais dire, ben, c'est bon, tu te mets en auto-entrepreneur ou tu te mets en maison des artistes en tant que graphiste. C'est pas évident. Ça dépend de ses ambitions, ça dépend de plein de choses. S'il veut s'associer, ça dépend s'il va gagner beaucoup d'argent, ça dépend s'il veut produire des choses. Donc il faut d'abord se poser des questions avant de voir dans quelle case on va rentrer. Première optimisation. J'ai dit tout à l'heure, quand il y avait une ligne droite et une courbe, à un moment, elles se croisaient. Alors, j'ai pas réussi à faire la courbe de la ligne bleue. Le bleu, c'est l'impôt sur le revenu. Et le rouge, c'est l'impôt société. Alors, l'impôt société, c'est une fausse ligne droite. C'est une double ligne droite. C'est qu'on a 15% d'impôt jusqu'à 38 000 € de bénéfices. Et après, on passe à 28%. Et l'impôt sur le revenu, on n'est pas imposé jusqu'à environ 9 800 €. Après, on est imposé à 14%. Tiens, c'est juste en dessous 15. Après, on est imposé à 30%. C'est à peu près pareil que 28. Après 41 et après 45%. Ça signifie bien que des fois, l'impôt sur le revenu, il est inférieur ou égal à l'impôt sur les sociétés, et des fois, l'impôt sur le revenu, il est supérieur ou égal à l'impôt société. D'accord?
Qui accepte de payer plus d'impôts alors qu'il peut trouver une solution pour en payer moins? Personne. Ça veut dire que ici, on a un point de rencontre qui dit que tout ce qui est là, il vaut mettre soumis à l'impôt sur le revenu, les fameuses IRPP qu'on a vu tout à l'heure, les entreprises individuelles, et tout ce qui est là, il vaut mettre soumis à l'impôt sur les sociétés, et se distribuer une rémunération jusqu'à un certain point, et au-delà, se verser du dividende. Je rappelle que le dividende, c'est le résultat de l'entreprise qui n'a pas été pris sous forme d'une rémunération, c'est qu'on le distribue, une fois qu'on a calculé l'impôt sur les sociétés, il reste une somme, et on le distribue aux actionnaires ou aux associés. Mais si vous êtes tout seul, vous pouvez tout prendre, par contre, s'il y a des associés, il faudra le donner aux autres. Donc réflexion aussi à avoir. Donc ça, c'est un premier moyen d'optimisation. On va voir les questions qu'on peut se poser. 4 questions. La synergie. Je vais vous faire un peu de mathématiques. 1 plus 1 égale combien? 2 2 2 1 ou 2, d'accord. Alors il y en a qui ont raison, il y en a qui ont tort, mais tout le monde a raison. Vous en avez oublié 2 autres. 1 plus 1, ça peut être égal à 1 si vous voulez vous associer avec une personne et que cette personne est un boulet. Ça sert à quoi de vouloir s'associer et de prendre comme associé quelqu'un qui ne servira à rien du tout? Je rencontre des fois des entrepreneurs qui me disent « J'aimerais bien mettre ma maman dans la boîte ou mon frère ou ma soeur parce qu'on s'entend super bien. Si ça ne sert à rien, si 1 plus 1 égale 1, on ne bouge pas, on reste 1. » On dit chez moi, il vaut mieux être pas accompagné que mal accompagné. D'accord? 1 plus 1 peut être égal à 2. Pour moi, en comptabilité, c'est toujours vrai. Quand les gens me disent « Ouais, j'ai pas dû faire autant de bénéfices ou j'ai pas fait autant de pertes », j'y peux rien. Hein. Moi, je fais 1 plus 1 égale 2, je peux pas inventer, multiplier les petits pains. D'accord? 1 plus 1 égale 3, il n'y en a aucun qui m'a répondu ça. C'est dommage. Si, vous avez dit 3? Ouais. Ok, je ne l'ai pas entendu. 1 plus 1 égale 3, ça s'appelle la synergie. C'est-à-dire que si 2 personnes s'associent et qu'ensemble, ils ne font pas 1 plus 1, mais 3, c'est intéressant de s'associer. J'ai vu des fois des gens vouloir s'associer et chacun travailler dans son coin dans la même structure et ils voulaient que dans la comptabilité, on puisse séparer les chiffres de l'un et l'autre pour savoir combien ils avaient gagné l'un et l'autre. Ça ne s'appelle pas une association, ça. Ça s'appelle travailler conjointement, on fait 2 entreprises, on n'en fait pas une seule. Si 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire qu'à 2, vous renforcez votre croissance, vous arrivez à faire plus que dans votre coin, parce qu'il y en a par exemple qui va travailler sur la partie plutôt commerciale, administrative, développement, et l'autre va travailler sur la partie technique, et puis du coup ça va permettre de faire du développement. Et pour rigoler, on dit aussi 1 plus 1 égale 11, ça c'est Jean-Claude Van Damme. Il fallait que je la sorte. La crédibilité. C'est quoi la crédibilité? Quelqu'un sait? Comment? On est plus crédible quand on est plusieurs. Pas forcément. On est plus crédible quand on a une forme qui peut impressionner. La crédibilité, c'est un peu quand on impressionne quelqu'un. Vous avez Vuitton qui dit « Tiens, j'aimerais bien refaire mon site internet. J'ai un budget de 700 000 euros. Je lance un appel d'offres. Qui va répondre ?» Alors, vous avez un auto-entrepreneur. Vous avez une profession donc en régime micro, vous avez quelqu'un qui a la maison des artistes, vous avez quelqu'un qui est en SARL et vous avez quelqu'un qui est en SAS avec marqué SAS au capital de 3 euros et une autre SAS au capital de 50 000 euros. Qu'est-ce qui est le plus crédible à vos yeux quand vous êtes Vuitton pour choisir l'entreprise, sans même savoir le travail que la personne fait? La grosse structure. Il ne va pas s'amuser à travailler par un micro-entrepreneur pour un budget de 700 000 euros. Enfin, déjà, le micro-entrepreneur dépasserait les seuils. Mais je veux dire que dans certains secteurs, la crédibilité, elle repose sur la forme, c'est-à-dire qu'on se présente en disant pas « Bonjour, je suis auto-entrepreneur », c'est « Bonjour, je suis SRL machin chose » ou « Je suis SAS machin chose ». D'accord? Ça peut servir dans certains secteurs. J'ai vu, moi, des clients gagner des budgets et qu'on leur dise « Ok, on vous donne le budget, mais il y a une condition, c'est qu'au lieu d'être en régime profession libérale, vous passez en société. Parce qu'on ne veut pas vous attribuer un budget si vous n'êtes pas en société. » Ça arrive. On n'est pas toujours concerné. La fiscalité, c'est exactement le graphique qu'on a vu avant. Choix entre impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu. Je n'ai pas plus de choses à dire dessus, hein, c'est de se dire est-ce que mon imposition est la bonne ou pas la bonne. La légalité, celle-ci est importante parce que c'est ce qui fout des freins au choix de la maison des artistes et la GSA. Quand on est profession libérale, j'ai dit tout à l'heure qu'on travaillait avec sa tête. Et travailler sa tête, ça ne veut pas dire que je vais imprimer des choses, des t-shirts, que je vais imprimer mes livres, que je vais produire mes disques, que je vais produire un film, ni que je vais employer des salariés, ni que je vais prendre des intermittents du spectacle. Quand on est par exemple à la maison des artistes à la GSA, on doit travailler seul, sans l'aide de personne, et sans faire de reproduction de multiples exemplaires de ses créations. On a le droit de faire de la reproduction style, je fais une sculpture qui est tirée à 7 exemplaires, une photographie à 30 exemplaires, mais par contre faire un poster qui est tiré à 200 exemplaires, interdit par la loi. Donc, selon vos activités, on ne pourra pas faire ce qu'on veut. Parce que la loi va vous mettre des contraintes en disant non, ce n'est pas une activité libérale, c'est une activité commerciale.
Une fois qu'on a répondu déjà à ces 4 questions-là, si on prenait le graphique de là-haut, synergie, ça veut dire que pour être à plusieurs, il faut que je sois en société, donc je sois obligatoirement relevé de l'IS et pas de l'impôt sur le revenu. La crédibilité, ben c'est pareil, je dois être en société ou pas. La fiscalité, société ou pas. Et la légalité, ben, si je veux rester maison d'artiste ou AGSA et avoir des assistants, des salariés, tout, ça ne va pas être possible. Donc quand j'ai un graphiste qui vient me voir et qui me dit, ou un motion designer ou un animateur 3D qui me dit je voudrais entreprendre, je voudrais faire une SASU, donc société par action simplifiée unipersonnelle, c'est l'équivalent de la SARL ou le URL mais en SAS, je leur dis et pourquoi faire? Tu as des associés, tu as besoin de crédibilité, tu as un problème de fiscalité, parce que tu gagnes plus de 200 000 €, ou tu as un problème de légalité, parce que tu vas employer des salariés. Il me dit non, non, je vais travailler tout seul dans mon coin, sans salarié, sans rien du tout, et je vais travailler avec des agences de com, avec des boîtes de prod, et je vais faire de l'animation 3D. Pourquoi monter une société? Ça n'a pas d'intérêt. Et pourtant, si aujourd'hui vous tapez n'importe quoi sur Internet et que vous dites je voudrais créer une entreprise, les premiers mots-clés qui vont ressortir à l'écran, c'est SAS et auto-entrepreneur. C'est les 2 mots les plus à la mode. Et surtout SAS. J'ai vu un reportage l'autre jour, la SAS a encore gagné du terrain en France. La SRL, par rapport au nombre de créations d'entreprises dans l'année, il y a 5% de plus de SAS qui ont été créés et 2% de moins de SRL. C'est vrai que la SRL est en train de mourir malheureusement, alors que c'est un très bon outil, rigide mais c'est un très bon outil. La SAS, elle se développe beaucoup à cause du monde des startups, mais quand on est juste un petit graphiste, un indépendant, un animateur 3D, tout, il n'y a aucune raison de foncer dans la SAS. Et pourtant, c'est ce qu'on va vous dire. C'est que si vous allez sur Internet, si vous parlez avec des copains, ils vont vous dire « Moi, j'ai créé ma SAS, c'est vachement bien ». Il disait même d'ailleurs dans l'article qu'à cause de la disparition du RSI, probablement que la SRL va revenir un peu à la mode parce que les gens fonçaient vers la SAS parce qu'il n'y avait pas de RSI dans le SAS. On va descendre maintenant toutes les formes. On va aller de la plus simple à la plus complexe, c'est-à-dire qu'on va faire comme si on avait fait le graphique que vous avez vu tout à l'heure. On va partir de la droite et on va remonter jusqu'à la gauche. Et on va aller des formes les plus souples, les plus simples, les plus faciles à créer, les moins coûteuses, puis après jusqu'aux plus coûteuses, les plus lourdes, et puis aussi peut-être les plus novatrices. Alors on commence. Entreprise individuelle artistique, AGSA, maison des artistes. Donc déjà, AGSA, maison d'artistes, ce n'est pas un statut, c'est un régime social. On appelle ça le régime social des artistes-auteurs. C'est la même chose, on va dire que la différence, elle est juste dans l'appartenance de l'activité. Quand par exemple vous êtes peintre, sculpteur, illustrateur, graphiste, infographiste, vous relevez de la maison des artistes. Quand vous êtes écrivain, auteur, compositeur, scénariste, qu'est-ce que j'ai oublié, photographe, on relève de la GSA. Et pourtant c'est les mêmes organismes, mais c'est comme ça. Il ne faut que recevoir les sous que vous leur payez au titre des cotisations sociales. Et une fois que vous leur avez donné des sous, qu'est-ce qu'ils disent? Ils transfèrent à la sécurité sociale d'où vous habitez, donc ce qu'on appelle la CPAM, votre ouverture de droit, et c'est la CPAM qui va vous rembourser. Alors c'était vachement novateur, parce que tout le monde disait c'est super, parce que je paye à une caisse, et en réalité c'est la sécu des salariés qui me rembourse mes soins, et c'est vachement bien, parce que j'ai le même régime qu'un salarié. Et bien depuis le 1er janvier 2009, les gens qui étaient au RSI, donc qui est devenu le SSI, c'est le même principe. Le SSI maintenant, on paye à l'URSSAF les cotisations sociales, et c'est la CPAM qui remboursera les soins, donc il n'y a plus de différence. On va arriver dans un système qui est vachement bien, c'est qu'on va payer à une caisse sociale, quel que soit le statut qu'on a, que ce soit entrepreneur individuel, société et compagnie, et ce sera la Sécu qui va rembourser les soins, la Sécu normale, à condition que le système ne pète pas, parce que ça fait arriver d'un seul coup 2 millions de personnes à la CPAM qui n'y étaient pas, qui étaient au RSI. Statut juridique, c'est profession libérale, on l'a vu dans le graphique tout à l'heure. Création ultra simple. Ultra simple, c'est vrai, c'est un formulaire auto-carboné. Alors je dis auto-carboné pour rigoler, mais c'est un formulaire en ligne. Et puis comme on est en France, le formulaire en ligne, une fois que vous l'avez rempli, que vous l'avez envoyé par Internet, il faut l'imprimer, le signer, l'envoyer par la poste quand même. Bon, ça c'est les nouvelles technologies à la française. On arrivera à faire quand même du 100% Internet un jour. Le formulaire il est gratuit. Attention aussi, il y a des sites Internet qui vous proposent de payer pour faire votre création auto-entrepreneur ou autre. C'est de l'escroquerie. Enfin, il y a quand même un travail qui est fait, donc tout travail mérite salaire. Mais normalement, c'est gratuit. On n'a pas à payer pour créer une profession libérale. Attention, étrangement, on fait un P0 qui s'appelle le P0I, qui correspond à l'affiliation AGSA Maison d'Artistes, mais il faut l'envoyer à l'URSSAF. Ça fait partie aussi des hérésies qu'on peut trouver dans toutes ces créations-là. On a 2 régimes fiscaux par rapport à profession maison d'artiste, enfin profession libérale relevant de la maison d'artiste ou de la GSA.
On a soit un régime micro, qu'on dit micro-BNC, à ne pas confondre avec le micro-entrepreneur, parce qu'on a dit tout à l'heure que le micro-entrepreneur, ce n'était pas un statut, c'est un régime fiscal dérogatoire, alors que là, celui-là, il n'est pas dérogatoire. C'est un régime micro-fiscal. On est imposé sur son chiffre d'affaires après un abattement de 34%. C'est-à-dire que l'État dit, tiens, je pense que tu as 34% de frais, donc je vais t'imposer sur 66% de ton chiffre d'affaires. Ça peut être bien si on a moins de 34% de frais, mais si on a plus de 34% de frais, ce n'est pas intéressant. Qu'est-ce qu'on fait quand on est créateur d'entreprise la première année où on s'installe? On achète du matériel. Et c'est déduit de rien du tout. Et c'est peut-être la plus grosse dépense de sa vie. Non? Et bien voilà, ça c'est un des problèmes qu'on a. C'est que, étrangement, il y a plein de gens qui vont foncer directement vers un régime micro. Et ils ne se rendent pas compte que dès la première année, ce qu'ils vont acheter le plus, c'est du matériel. Non seulement ils ne vont pas pouvoir le passer en compta, mais en plus ils vont perdre la TVA qu'ils vont récupérer dessus. Donc c'est pas forcément une bonne idée d'être en régime micro. Les 34% de frais, rappelez-vous tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait combien de charges sociales quand on était à la maison d'artiste et à la GSA? Il y avait 28%. 28 moins 34, ça fait 6%. Imaginons que vous fassiez 40 000 euros de chiffre d'affaires. 6% de 40 000 euros, ça fait 2 800 euros. 2 800 euros divisé par 12, ça fait 250 euros par mois. Est-ce que vous n'arriverez pas à trouver 250 euros de charges hors charges sociales par mois en prenant une partie du loyer, le DF de chez vous, l'assurance, le pass Navigo, une mutuelle, des frais de restaurant, des frais d'ordinateur et tout? Tout le monde les trouve. La moyenne, c'est plutôt 40%. Donc ceux qui veulent 34%, enfin qui préfèrent l'abattement de 34%, ils font ce qu'ils veulent. Mais si on doit réfléchir à l'optimisation, c'est vraiment pas un bon plan. En plus, le gouvernement vient de nous renforcer quelque chose. Si vous avez entendu parler dans l'actualité, doublement des seuils des régimes micro qui passent de 33 000 à 70 000. Mais là, il y a une bêtise qui a été faite. C'est qu'ils ont dit on double le seuil du régime d'imposition, mais on ne change rien par rapport à la TVA. Et comme on ne change rien par rapport à la TVA, on va se retrouver avec des gens qui sont en régime micro, qui vont être soumis à la TVA toute l'année, qui vont devoir tenir une comptabilité, faire une déclaration de TVA, comme si c'était des gens qui étaient au réel alors qu'ils ne le sont pas. Donc le doublement des seuils, il faut faire attention, on en parlera dans le paragraphe sur les auto-entrepreneurs, c'est devenu quelque chose de très complexe, alors que c'était censé favoriser le développement des régimes micro. C'est l'inverse qui se produit. Vous savez qu'on est, alors on va encore redire du mal de la France, je suis français, hein, mais on a voulu créer quelque chose de simple, et qu'est-ce qu'on fait en France quand on veut faire quelque chose de simple? On fait quelque chose, une machine à gaz. Et ils ont accouché d'une machine à gaz. Le régime déclaration contrôlée, là pareil, il y a un problème de vocabulaire. Quand vous allez sur Internet, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire déclaration contrôlée. Ils disent, moi je préfère être aux frais réels. C'est la même chose, sauf que le nom juridique et fiscal qui est mis sur les formulaires, c'est marqué DC ou déclaration contrôlée. Pourquoi? Parce qu'elle peut faire l'objet d'un contrôle fiscal. C'est juste ça. Et alors tout le monde l'appelle frais réels, mais son vrai nom c'est déclaration contrôlée. Là ça consiste à quoi? Ça consiste à dire moi je suis en frais réels, c'est-à-dire que je vais faire mon chiffre d'affaires, moins mes vrais frais, et dans mes vrais frais je vais passer plein de choses. Une boîte de chocolat, une bouteille de champagne quand j'offre à un client pour le remercier d'un boulot qu'il m'a donné, un restaurant parce que j'ai mangé avec quelqu'un qui travaille dans une agence de publicité et puis qui peut me trouver du boulot, l'achat de magazines, la participation à un salon professionnel, une mutuelle, une partie du loyer de chez moi, de l'EDF, de l'assurance de l'appartement, mon abonnement internet, mon téléphone portable, et tout ça, ça fait beaucoup de frais que vous avez déjà en partie dans votre vie privée, mais qu'on va avoir le droit de défiscaliser. C'est intéressant ça, parce que du coup, par rapport à des salariés, ceux qui voudraient comparer en disant je gagne moins qu'un salarié, ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'il faudrait retraiter tout ce qu'ils ont déduit de leur comptabilité, qu'ils avaient avant dans leur vie privée, que les salariés ils ont, et qu'on peut déduire de rien. Le jour, quelqu'un me parlait par rapport à une recherche d'appartement. Il dit, je ne comprends pas, ils veulent mon bilan. Je dis, mais tant mieux qu'ils veulent ton bilan. C'est parce qu'ils veulent voir qu'est-ce que tu déduis comme loyer, comme EDF et tout ça, pour retraiter ton résultat, pour le mettre en équivalence d'un salaire. Parce que ton résultat il est peut-être très faible. Et comme il est trop faible, on va te donner que le maximum du loyer que tu peux avoir ou de remboursement d'emprunt va être minoré à cause de ça. Donc profite du retraitement de ton résultat pour faire apparaître un plus gros chiffre et avoir un plus gros appartement. Et ça, c'est la chance qu'ont les indépendants, c'est de pouvoir déduire de leurs résultats plein de choses qu'ils ont dans leur vie privée. Ça va? Les avantages, donc simplicité de création, ce qu'on a vu, hein, un petit formulaire et basta. Simplicité d'organisation fiscale et comptable, donc on a une petite compta de trésorerie qui est très légère, parce qu'un bilan, je donne un exemple, un bilan de profession libérale, c'est 4 pages, un bilan de société, c'est 30 pages. Et on est chiffre d'affaires moins dépenses égale bénéfice. Dans une société, on a achat, vente, client, fournisseur, actif, passif. On a plein de choses très complexes. Donc là, c'est très simple.
Des charges sociales, alors j'ai marqué 19% parce qu'aujourd'hui elles sont de 19% et que petit à petit elles sont en train de monter. Elles vont passer à 27,72%, un truc comme ça, c'est pour ça que je dis 28. Parce qu'on essaye d'aligner le taux des cotisations retraite sur le taux de tous les autres travailleurs. Inconvénient. Activité libérale, eh ben, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, on n'a pas le droit de produire en multiples exemplaires. Pas d'impression, pas d'édition de livres, pas de disques, pas de logiciel, pas de fabrication d'objets. D'accord? Alors quand je dis fabrication d'objets, c'est quelqu'un qui fait une sculpture ou qui fait des céramiques, il a le droit. Hein. Mais par exemple, si vous êtes designer produit et que vous voulez fabriquer ou des bijoux, hein, on a des gens qui font, on appelle de la création artistique, mais c'est parce que le mot art en plus il est utilisé des fois pour plein de choses, ou qui font de l'artisanat d'art, donc on utilise aussi le mot art. Là, ce sont des artisans eux. C'est pas des professions libérales. Alors que quand vous voyez quelqu'un qui fait une sculpture et un autre qui va vous faire un vase en céramique, est-ce que c'est une activité manuelle et une activité artistique dans les deux cas? Mais il y en a un qui est artisan et l'autre qui est profession libérale, artiste-auteur. Donc un, il pourra reproduire en quelques exemplaires. L'autre, il pourra reproduire en plein d'exemplaires s'il le veut, mais de toute façon, il est artisan, il n'est pas profession libérale artistique. D'autres, quand on est à la maison artiste à la GSA, on ne peut pas avoir de salariés. Parce qu'on dit que vous êtes des artistes-auteurs. Un artiste-auteur, c'est lui qui crée, il ne fait pas travailler les autres. Faire travailler les autres, c'est du capitalisme. Donc ça veut dire que je suis devenu employeur. Et si les autres travaillent, fiscalement, on appelle ça un bureau de dessin. C'est-à-dire qu'un illustrateur qui prend des dessinateurs, ça s'appelle un bureau de dessin. Ce n'est pas le même statut. Quand on est animateur 3D ou motion designer et qu'on commence à faire travailler d'autres personnes et qu'on donne des impulsions de création, on n'est plus un artiste-auteur. On a un bureau de création graphique ou infographique. Quand on est à la GSA, à la maison artiste, il y a des contraintes aussi déclaratives, c'est qu'il faut justifier son activité artistique. Tous les ans, on doit faire un dossier, on doit dire quels sont ses clients, on doit dire le chiffre d'affaires qu'on a fait avec chacun d'eux. La première année, on doit déposer un dossier artistique avec la présentation des créations qu'on a fait. Et eux vont juger si vous appartenez bien aux activités artistiques. Tout à l'heure, j'évoquais l'activité des motion designers. Le motion design, si on analyse vraiment ce que c'est qu'un motion designer, c'est quelqu'un qui anime des créations d'autres personnes. Et à ce titre, il ne doit pas être à la maison des artistes. Mais par raccourci, on a beaucoup de motion designers qui font leur propre création. Et je vais vous donner un exemple célèbre parce qu'il y a eu un procès, et je peux le dire parce que ça a été publié dans la presse. Il y a 3 ou 2 dessinateurs du Arthur et les Minimoy, des animateurs d'images de synthèse du film, qui ont réussi en justice à faire reconnaître qu'ils avaient créé les personnages qu'ils avaient animés. Et à ce titre, ils vont pouvoir se partager 7 millions d'euros de droits d'auteur parce qu'ils sont devenus auteurs et non plus animateurs. Ils ont été payés en intermittent du spectacle. Il se trouve que dans la Bible, il manquait quelques personnages. Ils les ont créés parce que Besson leur a dit, enfin Besson entre guillemets, hein, le staff de Besson, leur a dit créer les personnages. Et après ils ont dit, mais maintenant on veut la reconnaissance de statut d'auteur. Il a fallu aller en justice, ça a été reconnu. Et maintenant ils vont toucher les droits d'auteur en plus de toucher leur salaire intermittent du spectacle. Et ils vont toucher les salaires non seulement sur la création des personnages, mais aussi sur leur exploitation quand ça passe dans les parcs d'attractions, genre Futuroscope. Et aussi quand à chaque fois ça va passer à la télévision. Ok? Donc attention, le motion designer, il peut être l'auteur, mais pas forcément. Et la maison artiste, elle fait un petit blocage sur le motion designer, parce que pour elle, c'est quelqu'un qui met en animation quelque chose qui n'est pas de sa création. Vous avez le droit de m'interrompre s'il y a des questions. Hein. J'ai été assez lent sur ce régime maison artiste à GSA, parce que vous verrez que quand on est à l'URSSAF, donc quand on est profession libérale, mais pas à la maison artiste à GSA, tout est pareil, sauf l'organisme social. Donc on peut aller très vite sur celui-ci. Là, on a plutôt les consultants, les directeurs artistiques. Le mot directeur artistique, c'est aussi un mot qui est un mot piège. Parce que beaucoup de gens qui sont à la maison artiste à la GSA disent « je suis directeur artistique ». Le directeur artistique, il dirige l'art, c'est pas lui qui crée, hein, théoriquement. Mais tous les chefs de pub et compagnie et tout, maintenant, ils s'appellent tous directeurs artistiques. C'est une erreur de vocabulaire. Et la maison artiste, quand elle voit des factures avec marqué directeur artistique et tout, elle jette les dossiers. Donc faites attention à ce terme. Profession libérale, pareil. Formulaire P0, attention, c'est pas un P0I, c'est un P0PL. Ils ont carrément la même tête, la même couleur, jaune et vert. Tout est pareil, sauf une petite case en bas qui montre qu'on va dépendre de l'URSSAF et non pas de la maison artiste et de la GSA. On le dépose à l'URSSAF. Et puis là, on a... donc, par rapport à la maison d'artiste à GSA, on avait un régime micro et un régime réel. Là, on est soit en régime micro, et c'est micro-entrepreneur. C'est-à-dire qu'on ne peut plus bénéficier du régime micro-BNC quand on est en profession libérale. Il faut basculer obligatoirement en micro-entrepreneur, donc le fameux régime de la micro-entreprise. Et après, sinon, on peut être aussi en réel, avec chiffre d'affaires moins les dépenses, égale mon bénéfice. Et c'est ce que j'expliquais avec la nouvelle loi, où quand on dépasse les seuils
de 33 000 €, on est assujetti à TVA. Mais tant qu'on reste en dessous de 70 000 €, on reste micro-entrepreneur, mais on doit tenir une comptabilité et gérer la TVA. Toute complexité. Excusez-moi. Ouais. Avant de passer à la maison des artistes, on est obligé de passer par l'URSSAF. Non. Non. Non, non, non. On peut commencer. Alors, il y a une période, moi je le dis, période probatoire. Il faut comprendre qu'à la maison d'artistes, il y a une période qui s'appelle la période d'assujettissement et la période d'affiliation. La période d'assujettissement, elle dit pendant la première année, je dois faire mes preuves. C'est pour ça que je dis période probatoire. Donc je dois générer un chiffre d'affaires d'au moins 8 700 €, parce que c'est leur seuil d'affiliation. Et au bout de. Pour la maison d'artistes, ouais. Mais on peut pas faire partie de la maison des artistes et être juste en freelance et travailler de temps en temps, avoir des tout petits contrats. Oui, mais il faudra bien payer ses cotisations sociales un jour ou l'autre. Toute personne qui travaille doit avoir un statut, un numéro SIRET et payer des cotisations sociales. Donc qu'est-ce qui se passe la première année? La maison d'artiste, elle dit, moi la première année, avant que je puisse juger si tu es vraiment un artiste, il faut que tu fasses tes preuves. Donc elle vous demande de faire des factures en mettant des précomptes, c'est des cotisations sociales qui sont prélevées à la source. Et au bout d'un an, on fait un point, on regarde votre dossier artistique, c'est là qu'ils examinent le dossier artistique la première année, mais ils le font a posteriori. Et deux, si vous avez au moins un minimum de seuil d'affiliation qui est de 8 700 et quelques euros l'année dernière. D'accord ? Une fois que vous remplissez ces conditions-là, vous pouvez passer en affilié et non pas en assujetti. La différence entre affilié et assujetti, c'est que l'assujetti ne peut pas avoir la sécurité sociale. C'est-à-dire que s'il est malade, il doit se référer à son ancienne sécu, alors que l'affilié, il a la sécurité sociale de la maison des artistes. D'accord ? Si vous ne remplissez pas les seuils de 8 700 €, vous restez assujetti, mais vous devez payer quand même des cotisations sociales. Et du coup, vous payez la PUMA, donc la ex-CMU, pour avoir une couverture sociale. Parce qu'ils vous diront, on ne peut pas vous prendre en charge tant que vous ne gagnez pas ce seuil. Au bout de 2 ans où vous n'arrivez toujours pas à gagner 8 700 €, ils vous jettent. Hein. Bah oui, après ils disent, vous n'êtes pas un artiste, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui fait du travail occasionnel, trouvez un autre régime. Et pour avoir le numéro de SIRET, il ne faut pas passer par l'URSSAF. Si, dans les deux cas, pour avoir le numéro SIRET, donc on parle de SIRET et SIRET. Alors déjà, la différence entre un SIRET et un SIREN, SIRET ça termine par ET comme établissement et SIRET ça termine par EN comme entreprise. Une entreprise peut avoir plusieurs établissements. Donc les 9 premiers chiffres, c'est le chiffre le plus court, c'est le SIREN. Et quand on rajoute 5 chiffres après, 000 quelque chose, ça donne le SIRET parce que quand vous avez un premier endroit, puis après un jour vous allez déménager, ça va être un deuxième endroit. Donc vous allez avoir un 001, 002, 003. Et le dernier chiffre, c'est un chiffre algorithmique qui permet de vérifier que tout est bon. Et donc qu'on soit à la maison d'artiste, qu'on soit à la GESA ou à l'URSSAF, c'est par le formulaire P0PL ou P0I qu'on obtient le numéro SIRET et SIREN. C'est ce formulaire-là, quand on le fait, il est dispatché auprès des impôts, auprès de l'INSEE et auprès des organismes sociaux pour ouvrir les comptes. Et l'INSEE va vous attribuer le numéro. Alors je pense que je me suis trompée, parce que moi j'essayais d'avoir le numéro de SIRET et je pensais qu'il fallait absolument demander à l'URSSAF avant de pouvoir se rendre à la maison des artistes. Non, vous demandez tout à l'URSSAF, parce que l'URSSAF est considéré comme, on dit que c'est un CFE, Centre de formalité des entreprises. Donc c'est l'URSSAF qui va faire le dispatch, et une fois que vous aurez votre numéro SIRET, vous prétendez être à la maison des artistes si vous voulez être à la maison des artistes. Ah d'accord. D'accord ? Mais c'est ça qui est bizarre, c'est que pour être à la maison des artistes, on remplit un formulaire P0 à l'URSSAF. L'URSSAF, c'est l'organisme de tutelle de la maison des artistes. Et la maison d'artistes et la GESA n'ont pas été reconnus comme centre de formalité des entreprises, donc ils ne peuvent pas accepter les formulaires de création d'entreprise. Donc c'est l'URSSAF, et après, c'est pas un basculement de statut ni de régime, hein. C'est juste que la création se fait auprès de l'URSSAF, et l'organisme social de rattachement, c'est la maison d'artistes, avec une période probatoire et une période d'affiliation. Alors, par rapport à l'URSSAF, l'intéressant, donc, ou déclaration contrôlée, l'intéressant, c'est d'être imposé et d'avoir... là, on n'a plus de problème par rapport aux 34% qu'on a vu tout à l'heure. C'est que quand on est micro-entrepreneur, on le verra après, on est imposé sur son chiffre d'affaires. Et là, il n'y a pas d'abattement, mais on a un taux moins élevé. Donc, il faut se méfier de la face cachée du iceberg. Là, l'intérêt, c'est d'avoir des frais réels. L'inconvénient, c'est que d'un seul coup, on va avoir à gérer la TVA, on va devoir adhérer à une association de gestion agréée qui va pré-contrôler vos comptes avant que ça parte à l'État, sinon vous avez une majoration de 25%. Une comptabilité sur un logiciel agréé. Donc, d'un seul coup, on tombe dans une machine un petit peu plus lourde, mais pas non plus monstrueuse. Avantage quand même, simplicité de la création, simplicité des obligations fiscales et comptables, puisqu'on a une petite case comme pour la maison d'artiste et la GESA. Et cette URSSAF, contrairement à celui de la GESA et la maison d'artiste, n'interdit pas l'emploi de salariés. Donc aujourd'hui, on a des gens, par exemple, un exemple tout bête, hein, cabinet d'expertise comptable, cabinet d'avocat, études de notaire. Vous pouvez avoir la plus grosse étude de notaire à Paris à 250 notaires. Ils sont salariés et ils sont en profession libérale à l'URSSAF. Alors ils ont leur caisse à eux, les notaires, la caisse des notaires,
qui est l'équivalent. Mais on peut avoir des salariés, mais on ne peut toujours pas produire. On ne peut pas imprimer des choses, on ne peut pas faire de la reproduction mécanique. Et on n'a pas de dossier annuel à remplir pour prouver son activité artistique, puisqu'on fait ce qu'on veut. C'est libre. Donc on a une petite contrainte en moins au niveau social, mais par contre les charges sociales elles passent de 28 d'un seul coup à 35-40. Les inconvénients, donc, activité libérale, ce que j'ai dit, on ne peut pas reproduire en multiples exercices, objets, et puis les charges sociales de l'ordre de 40%. On va passer aux sociétés. La différence entre une SARL et une ERL, c'est juste le nombre d'associés. Alors, juste aussi un problème de vocabulaire, vous verrez, parce que je disais aussi qu'on confond statut et régime, et des fois, il y a des mots qui sont... le législateur a prévu des mots, et il faut faire avec. Par exemple, la différence entre un associé et un actionnaire, quelqu'un la connaît? Associé, c'est divisé en parts égales. Hein? Pas forcément. Non. On peut avoir des associés avec des parts. Alors, on me dit associés à part égale ou pas. Non, non, c'est tout bête, c'est un problème de vocabulaire. On trouve les associés dans la SARL et les actionnaires dans la SAS et la SA. Le nom de quelqu'un qui a acheté des parts dans une SARL, c'est un associé, parce qu'il achète des parts sociales. Et dans une SAS et une SA, comme on n'achète pas des parts sociales mais des actions, on est actionnaire. C'est juste un problème de vocabulaire. Mais je peux acheter 10% d'une SARL ou 10% d'une SAS, et ben j'aurai 10% du capital de ces entreprises-là, sauf que d'un côté, ce sera 10% de parts sociales, alors que de l'autre côté, ce sera 10% des actions. Et donc, je me retrouve actionnaire, de l'autre côté, je suis porteur de parts sociales, ou je suis associé. Et donc, problème de vocabulaire, hein, d'accord? Donc, attention aussi, sur Internet, on trouve aussi des différences entre actionnaires et associés, à ne pas confondre. Donc là, SARL et URL, l'intérêt, c'est que je peux tout faire, sauf ce qui est illégal, bien sûr. Statut juridique est celui des BIC, un bénéfices industriels et commerciaux, même si vous faites une activité libérale. Moi, je suis expert comptable, je suis en SARL. Je suis bien une profession libérale, mais les professions libérales ont le droit d'exercer leur activité sous une forme SARL. Création complexe. Eh oui, parce que là, il faut déposer du capital, il faut faire des statuts, il faut enregistrer au greffe, annonce légale. Si on doit parler chiffres, rien que l'annonce légale et les frais de greffe, c'est d'environ 350 €. Donc ça fait déjà un coût. Après, vous avez la création des statuts. Si vous passez par un expert comptable ou un avocat, il vous en coûtera entre 1000 et 1500 €. Aujourd'hui, on a des sites en ligne style Captain Contrat ou Legal Start qui proposent pour 200-300 € la rédaction des statuts. Attention, c'est des statuts clic-clac Kodak. C'est-à-dire que vous allez sur un site, vous remplissez nom, prénom, adresse, nature d'activité, Enter, et ça imprime des statuts. Donc derrière, vous n'avez pas de conseils, vous n'avez pas de tout ce qui est relatif à vos spécificités. Donc si vous voulez monter un centre de coiffure, c'est pas mal ces sites-là. Par contre, si vous voulez monter une boîte de production du visuel et multimédia, alors qu'il peut y avoir des particularités par rapport à la licence d'entrepreneur de spectacle, par rapport à l'emploi d'intermittent, si vous faites un clic-clac Kodak sur ce genre de site, vous n'aurez pas les bons statuts. Le dépôt du capital, Le capital, alors le capital depuis Jospin, vous n'étiez peut-être pas né. Jospin, c'est 81 ou 6, je ne sais plus, c'est le premier ou deuxième gouvernement Mitterrand. Il a réduit le capital à 1 € symbolique. Mais SAS au capital de 1 €, ça ne le fait pas, surtout si je dois payer 350 € de frais de greffe et d'annonce légale. Et puis si je dois payer aussi mes statuts. Donc le capital, il sert à quoi? Il sert, à alimenter ce qu'on appelle le besoin de fonds de roulement. C'est quand vous allez créer une entreprise, vous allez acheter du matériel, vous allez payer peut-être des loyers, déposer un dépôt de garantie pour un local, et puis vous allez fabriquer des cartes de visite, déposer un nom de domaine, faire un site internet. Et le temps que vous trouvez les premiers clients, que vous encaissez la facture de vos premiers clients, il va se passer 30 jours, 60 jours, 90 jours. Et bien si vous n'avez pas de l'argent nécessaire pour tenir pendant cette période-là, vous êtes mort dès le départ. Et donc cette somme qui est la somme de survie, on va dire, on appelle ça le besoin en fonds de roulement. Il faut que vous le mettiez au moins dans le capital. 70% des entreprises ne dépassent pas le cap de 3 ans, statistique du tribunal de commerce de Paris. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elles sont sous-capitalisées. D'accord? Un régime lourd, donc, parce que là, on est en tenue de comptabilité d'engagement, ce que j'ai dit tout à l'heure, au lieu d'avoir un chiffre d'affaires moins mes dépenses égale mon bénéfice, on a achat vers des fournisseurs, vente vers des clients, en banque, règlement des clients, paiement des fournisseurs, on a un actif, on a un passif, on a des liasses fiscales très très complexes. Donc on ne peut pas, si vraiment si c'est pour se la péter, excusez-moi l'expression, mais avoir une SAS quand on est tout seul et que on n'a pas besoin, donc on peut faire une activité dans un démarrage, d'une activité artistique, pourquoi monter une structure qui est déjà très très coûteuse dès le départ? Mais tout est évolutif. C'est qu'on peut commencer par petit, on verra à la fin, on peut commencer par petit et grossir petit à petit.
Et en plus, on a du juridique. Parce que contrairement aux activités libérales, où en fin d'année, on fait ses comptes et basta, quand on est en société, eh ben, en fin d'année, on doit réunir les associés ou les actionnaires dans la SAS, on doit faire une convocation, on doit faire un ordre du jour, on doit faire un rapport de gestion, on doit faire un PV d'assemblée d'approbation des comptes, où on approuve la rémunération du dirigeant, sa gestion de l'entreprise et les comptes de l'entreprise. Et après, on dépose tout ça au greffe. Et tout ça, ça fait encore des coûts. Avantage, vraie présence vis-à-vis des clients. C'est évident, on parlait de crédibilité, hein, parce que si vous voulez, quand les 4 questions que je me suis posées, on peut les retrouver, quand on lit un peu tout ça, on peut les retrouver à travers les avantages et les inconvénients des unes et des autres. La vraie présence vis-à-vis des clients, c'est évident que d'un seul coup, vous arrivez, je suis en société. La possibilité d'obtenir des financements bancaires, crédits d'impôt, subventions. Vous essayerez d'avoir un emprunt ou d'ailleurs de trouver un logement quand on est auto-entrepreneur. Trouver un local, impossible, on ne peut pas signer un bail commercial quand on est auto-entrepreneur. Donc, ou demander à votre banque en disant j'ai besoin d'acheter du matériel, il me faut 15 000 euros d'emprunt et vous dites je suis en micro-entrepreneur. Sauf si papa et maman derrière ont beaucoup d'argent et qui se portent caution personnelle, vous n'aurez pas votre crédit. Hein. Ou sinon vous irez chez CTLM, le petit monsieur tout vert, et vous aurez un taux à 7%, là où les banques en ce moment prêtent entre 1 et 1,5%. La forme commerciale permet de produire et de fabriquer tout ce que l'on veut. Sous ça, là, je fais tout ce que je veux. La forme CRL permet d'avoir des associés. Alors, et il vaut mieux être accompagné, bien accompagné que pas... non, on recommence. Il vaut mieux être pas accompagné que mal accompagné. Hein, d'accord ? Les associés, il faut que ce soit des associés utiles. La forme responsabilité limitée permet en théorie de limiter les risques financiers. Et là aussi, il faut faire attention. Ce qu'on dit société à responsabilité limitée, c'est limité dans les textes. Mais dans la réalité, quand vous êtes à découvert de la banque va vous demander d'être caution personnelle du découvert. Quand vous faites un crédit bancaire, la banque va vous demander d'être caution personnelle du crédit bancaire pour la société. Et si vous devez faire faillite avec la société, les charges sociales qui vous incombent à vous, pas celles de vos salariés, c'est vous qui devrez les payer sur vos fonds propres. Après, si vous déposez le bilan et qu'il reste des fournisseurs à payer, les charges sociales des salariés, tout ça c'est pris en compte par l'État. Mais plein de choses qui seront prises en compte par vous. Et souvent, ce qui est le plus important quand on se plante, c'est que la banque elle est raide, c'est qu'on a fait un crédit, qu'on n'arrive pas à le rembourser et qu'on doit des charges sociales personnelles. La possibilité de choisir entre une rémunération et des dividendes. C'est le deuxième graphique qu'on avait vu, c'est que je me paye une rémunération jusqu'à un certain seuil, et au-delà, je peux payer des dividendes. Je vous rassure tout de suite, le seuil, c'est un problème de riche, c'est 194 000. C'est que tant que vous ne payez pas 194 000 euros de rémunération, ne passez pas en mode dividende. Le problème, si vous avez des associés qui ne travaillent pas avec vous et qui disent « moi, j'ai foutu du pognon au départ dans la boîte, je veux du dividende », on est bien obligé de leur donner quand c'est comme ça. Mais ce n'est pas la solution la plus optimisante. Les inconvénients, le coût, pas forcément parce que c'est un coût, et d'ailleurs dans le coût il n'y a pas que des coûts monétaires, il y a le coût du temps aussi. Le coût administratif pour créer l'entreprise, le coût administratif pour la gérer, pour réunir les associés, pour faire l'assemblée, et toutes les formalités qu'on a à faire par rapport à ça. Et puis aussi le statut qui est donc de l'ordre de 40-45% de charges sociales si on est majoritaire ou 75% si on est minoritaire. Si on est gérant minoritaire, ça se peut dans une boîte, c'est-à-dire que vous avez un associé qui a voulu 60% du capital et vous n'avez que 40%, et bien votre rémunération à la fin du mois, ce sera des fiches de paye. Et fiches de paye avec un brut, un net, charge patronale, charge salariale, soit 75% de charges sociales. Si vous êtes gérant majoritaire, à la fin du mois, vous prenez l'argent que vous voulez quand vous voulez. C'est pareil que profession libérale, et c'est soumis au même impôt sur le revenu que si c'était un bénéfice d'entreprise libérale. Le fameux barème progressif, avec 0, 14%, 31%, 30%, 41% et 45%. Les autres formes. On va aller vite parce que vous allez voir que tout est pareil, sauf à chaque fois, c'est que le social qui est différent. La SAS. SAS, ça veut dire société par action simplifiée. D'ailleurs, dans le mot, on dit bien action, on ne dit pas part sociale. Hein, sinon, ce serait une CPS. Société par part sociale. Alors, là, on a un truc. Le gouvernement a vraiment défini dès le départ une règle, et c'est une règle très très lourde. C'est que le dirigeant de la SAS, quoi qu'il arrive, il est tout le temps payé avec des fiches de paye. Et les fiches de paye, 75% de charges sociales. Donc, quand la SAS, elle est super à la mode en ce moment, je dis, c'est bien, qui a envie de payer 75% de charges sociales, alors que quand on est malade, quand on va chez le médecin, quand on achète des médicaments, quand on change ses lunettes, on est remboursé rigoureusement pareil qu'on soit à la maison d'artiste, au RSI, maintenant devenu SSI, ou quand on est salarié, régime général. Il n'y a plus de différence. D'ailleurs, la preuve, c'est la CPM qui commence à rembourser les soins de tous ces gens-là. Qu'on soit à la maison d'artiste, SSI ou président, c'est la CPM qui rembourse les soins, sur la même base de remboursement. Et ils sont en train d'aligner les congés maternité et les congés paternité. C'est-à-dire qu'on n'a plus aucune différence
de traitement social en termes de prestations, et pourtant on a un coût social plus élevé. Alors ce qui peut être là intéressant, certains me disent oui mais la retraite. Alors la retraite, comment dire? Je dis ou je dis pas? Je dis pas, allez. Il n'y en aura plus. Si, il y en aura, mais quand on est par exemple gérant de SARL, la retraite qu'on aura, c'est environ 37% des revenus des 20 meilleures années. Quand on est président de SAS, c'est environ 50%. Mais à quel prix? 2 fois plus de charges sociales. Et quand on est à la maison artiste, c'est aussi environ 50-52%. D'accord? La retraite, il faut se la faire aussi soi-même. Il ne faut pas compter sur les autres et cotiser par soi-même à des régimes qui sont en plus défiscalisables. Alors la SAS, pourquoi elle est à la mode? Elle est à la mode pour deux, trois raisons. La première, c'est que quand Hollande est arrivé au gouvernement en 80... Je ne sais plus. Quand Hollande est arrivé au gouvernement, son gouvernement a dit on a un problème de retraite. Tout est là, hein. Vous savez très bien qu'on entend en parler depuis longtemps, c'est que les retraites, elles sont dans un équilibre déficitaire extrêmement grave et elles risquent de perdre leur tête si on ne fait pas attention. Et il s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens en société qui se payaient très très peu de rémunération, juste pour avoir la sécurité sociale et d'avoir un minimum vital tous les mois, et en fin d'année se verser un maximum de dividendes. Pourquoi? Parce que les dividendes ne sont pas soumis aux charges sociales, donc ils faisaient soi-disant des économies. Mais ils ne comprenaient pas l'histoire de la courbe et de la ligne droite avec l'optimisation. Et quand Hollande est arrivé au gouvernement, dans les premiers mois est arrivé, il a dit bah, maintenant tous les gens qui se verseront un dividende supérieur à 10% du capital social de la société paieront les charges sociales dessus comme si c'était une rémunération. Quand vous prenez une société au capital de 5 000 €, dès qu'on se verse plus de 500 € de dividendes, il faut payer les charges sociales de 45%. Donc les gens se disent bah non, moi j'ai pas envie, je vais faire autrement. Et donc tout le monde a basculé vers la SAS. Parce que la loi elle a oublié la SAS quand elle a fait son texte. Et a dit bah dans la SAS, vous pouvez donner les dividendes que vous voulez, il n'y a jamais de charge sociale dessus, à part la CSG, CRDS. Et donc la SAS, d'un coup, elle a explosé à ce moment-là. Le gouvernement et les experts comptables, ils se sont battus pendant des années en voulant casser cette loi, en disant c'est pas normal que cette loi elle existe, il y a un traitement inéquitable des contribuables, on va casser le texte, on va faire dégommer que la SRL elle paye ses charges sociales, c'est pas normal. On s'est battu des années, on n'a pas réussi. Du coup, on a attaqué du côté de la SAS en disant bah, on va faire payer les charges sociales aux dividendes de la SAS. Pendant des années, on n'a toujours pas réussi. Il semblerait que ça va revenir à la mode, que le gouvernement se pose la question des abus de paiement de dividendes dans la SAS et voudrait faire peut-être taxer aussi les charges sociales sur les dividendes. À voir. Première chose, c'est une des raisons pourquoi la SAS est à la mode. Les deux autres raisons, c'est des raisons légitimes. C'est que dans la SAS, on ne parle plus de statut, on parle de contrat. C'est qu'on a des actionnaires qui décident entre eux les règles de fonctionnement de l'entreprise et qui disent, voilà, si un des actionnaires vend 10% de ses parts de capital, tous les autres doivent aussi vendre 10% de leur part. Si on arrive à un équilibre au niveau des assemblées, eh ben, le président il a une voix qui compte double. Si quelqu'un a mis 90% du capital, il a le droit qu'à 10% des droits de vote. Si quelqu'un ne génère pas au moins 2 millions € de chiffre d'affaires, eh ben, il est jeté au cours de la deuxième année, il n'a plus le droit d'être actionnaire de la boîte. C'est qu'on a carrément des clauses de rentrée et de sortie d'actionnaires, où on a une distorsion entre le pouvoir de l'argent et le pouvoir de direction de l'entreprise. D'où la mode pour les startups. Parce qu'on a quelqu'un qui crée une société avec 5 000 € de capital, et puis d'un seul coup, il fait une levée de fonds de 10 millions € ou 100 millions € dans les plus beaux jours, et il dit, celui qui m'apporte 100 millions €, je ne veux pas qu'il m'enquiquine au quotidien. Il a le droit de m'enquiquiner parce qu'il veut un retour sur son investissement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la personne qui a mis 100 millions €, il veut bien avoir du pouvoir d'argent quand même. Il fait ça pour l'argent, il ne fait pas ça pour le pouvoir de l'entreprise. Et donc, dans la SAS, on va pouvoir faire un pacte d'actionnaires qu'on ne peut pas faire dans la SARL et on va pouvoir faire cette distorsion et des règles de fonctionnement. Être start-up et avoir cet esprit-là, il faut déjà que vous ayez du volume ou des idées qui sont dans le développement et pas des idées en disant « je suis animateur 3D ». Et la dernière raison pourquoi beaucoup de gens prennent la SAS, c'est que, qu'est-ce que j'allais dire? Je l'ai oublié. Donc la souplesse des statuts. Ah oui, c'est que dans les SAS, souvent les gens qui créent les premières startups, ce sont des entrepreneurs qui souvent se rémunèrent jamais. Parce qu'ils sont demandeurs d'emploi, parce qu'ils sont ce qu'on appelle slashers, c'est-à-dire qu'ils ont une autre activité lucrative et qui créent cette entreprise en parallèle en attendant que ça explose. Le jour où la personne elle a levé 100 millions €, il s'en fiche de payer 75% de charges sociales. Et on ne lève pas 100 millions € avec une SARL. D'accord? C'est pour ça que la SARL, la SAS est super à la mode en ce moment, mais elle a ses raisons. Et si c'est la première raison de l'histoire du dividende, c'est une bêtise, parce que ce n'est pas du tout optimisé. Si c'est les deux autres raisons, esprit start-up avec je ne me paye pas pendant un certain temps, j'ai d'autres sources de rémunération et je voudrais faire venir des investisseurs, ok.
Et d'ailleurs, la meilleure des règles à faire, c'est de créer d'abord une SARL, chercher les investisseurs, et quand l'investisseur il vient, de toute façon, il va vous imposer de modifier les statuts avec des règles de fonctionnement. C'est à ce moment-là qu'on transforme la SARL en SAS, plutôt que de créer la SAS dès le départ. OK? La société anonyme, eh ben, du coup, elle est en train de mourir, la pauvre. Elle était très à la mode avant que la SAS existe. La SAS, elle a été calquée sur le droit allemand. Elle a été créée aussi sous le gouvernement Mitterrand, je ne sais plus l'année, parce qu'on voulait quelque chose qui dynamise un peu la France. C'était la première bulle Internet, mais vous étiez trop petit pour vous en rappeler. Pourquoi elle existe encore? Parce que si on veut s'introduire en bourse, c'est la seule société qui le permet. Aucune autre société, SAS ou SRL, peut être introduite en bourse. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un veut faire une levée de fonds, mais en même temps veut s'introduire en bourse, il est obligé de se transformer en société anonyme. Et du coup, il devra faire appel à un commissaire aux comptes, qui lui a une mission légale d'analyse des comptes, alors que l'expert comptable a une mission contractuelle. C'est-à-dire que moi, je travaille contractuellement avec un client, je n'ai pas de compte à rendre à l'État, si ce n'est d'avoir une activité, comment je veux dire, des diligences professionnelles et de ne pas faire de magouille avec mes clients. Mais le commissaire aux comptes, lui, il est comme un représentant fiscal de l'État, c'est qu'il va valider les comptes aux yeux de l'État. À la mode, on va passer maintenant dans les petites formes avant de passer aux auto-entrepreneurs. La SCOP, ce qui veut dire Société Coopérative Ouvrière Professionnelle. Alors maintenant on parle de SCOPARL, on parle même de SCOPAS, donc des SAS sous forme de SCOP. C'est quoi la SCOP? La SCOP, c'est une idéologie qui dit que quand j'ai du résultat, plutôt que de le distribuer sous forme de dividendes ou de rémunération aux gens qui sont dedans, eh ben, je vais en garder une partie pour l'autofinancement de l'entreprise, c'est-à-dire pour alimenter le BFR dans sa croissance, une partie que je vais donner aux investisseurs et une partie que je vais donner aux salariés sous forme d'intéressement. Donc c'est un esprit idéologique de partage. C'est ce qu'on est actuellement dans une mode d'économie sociale et solidaire et elle est très à la mode à cause de ça. On peut se transformer en SCOPARL ou en SCOPARL ou SCOPAS. Elle était aussi à la mode, c'est parce qu'à un moment donné, l'État il a mis un peu les points sur les i avec les associations. Tout le monde voulait monter une association parce que dans le culture et les médias, on disait oui, je fais une activité culturelle, donc ce sera forcément une association, et ce qui était une bêtise. Et l'État s'est rendu compte qu'il y avait plein d'associations qui ne payaient jamais d'impôts ni de TVA, alors qu'elles faisaient une activité lucrative. Donc il a mis une règle, la règle des 4 P, prix, produit, public, publicité, qui dit que si ces 4 mots-là appartiennent à un secteur concurrentiel, par exemple quand vous êtes producteur de disques, bah, le produit c'est un disque, le public c'est des gens qui achètent des disques, la publicité qu'on fait c'est acheter mon disque, tout ça, ça n'a pas de raison dans un milieu associatif. Il a dit ok, vous voulez rester une association, mais payez les impôts comme si vous étiez une vraie société. Et quand les gens se sont rendus compte de ça, ils se sont dit oui mais ce qui est dommage, c'est que d'un seul coup je paye les impôts, mais de l'autre côté dans une association je ne peux pas me rémunérer. Parce qu'on ne peut pas se rémunérer, le dirigeant ne peut pas se verser de dividendes et tout dans une association. Donc le gouvernement a créé une passerelle, qui est la SCOP. Il a dit pour ceux qui veulent quitter l'association, le monde associatif, passer en SCOP. Donc il est resté quand même dans l'idéologie associative, l'économie sociale et solidaire, en disant montez une société, vous pourrez vous payer, vous pourrez verser des dividendes, mais vous aurez obligatoirement une partie qui restera dans l'entreprise. C'est pour ça qu'on trouve doublement la SCOP à la mode, c'est par le transfert associatif vers le monde SCOP et par la mode de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que ça a un intérêt de monter une SCOP dès le départ? Vous dites on est un collectif de graphistes, un collectif d'infographistes, mais est-ce que vous êtes dans une zone défavorisée, dans un milieu rural et vous voulez faire dynamiser une région? Voilà, il y a des états d'esprit comme ça, mais si c'est pour travailler dans un secteur lucratif, normal et tout, il n'y a aucune raison d'être en SCOP. Après, certains peuvent avoir peur de créer une société en se disant hein, moi je veux être libéral, mais en même temps, je n'ai pas forcément envie de monter une SAS, une SRL dès le départ. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de travailler ensemble pendant un certain temps, déjà pour se connaître, pour se draguer comme on dit? C'est pour ça qu'il y a tous les espaces de coworking, les incubateurs, les pépinières, tous ces trucs-là. Et il existe des petites méthodes quand même qui sont assez souples ou rigides selon certaines, qui permettent déjà de faire un apprentissage de la vie à plusieurs avant de partager un peu les choses. Alors on va en descendre de 3. La SCM, Société Civile de Moyens. La Société Civile de Moyens, alors comme son nom l'indique, elle est civile, elle n'est pas commerciale. Ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de faire d'activité professionnelle. Elle a le droit juste de prendre les charges communes des gens qui l'ont constituée et de les partager auprès de chacun. Avec un exemple, vous allez comprendre tout ce que c'est. On est 3 graphistes, on a trouvé un super local, mais on voudrait rester 3 graphistes indépendants. Eh bien, on va monter une SCM. C'est la SCM qui va signer le bail avec le propriétaire, qui va payer le loyer, l'EDF, l'assurance, qui va payer la machine à café et les capsules, qui va acheter le mobilier, et puis tous les mois, elle va faire des factures à chacun des membres et va leur facturer leur code-part de charges communes. C'est le moyen de travailler à plusieurs, d'avoir une première amorce de structure, sans forcément partager ses ressources. On ne partage que les moyens. Société civile, 2 moyens.
D'accord? Elle est rigide. C'est-à-dire que dès qu'il y a quelqu'un qui veut partir, il faut faire des changements statutaires et tout. Donc du coup, elle peut être coûteuse. Donc soit vous avez un noyau dur d'associés et ça ne bouge pas. Mais si c'est pour faire rentrer et sortir des gens régulièrement, comme dans les espaces de coworking, il va falloir trouver d'autres formes. La SCP ou la STEF. Alors la SCP, quand vous allez dans un cabinet de notaire ou un cabinet médical et que vous voyez il y a plein de médecins et que vous avez une standardiste à l'accueil, à la fois ça peut être une SCM où les médecins se partagent le tronc commun des locaux et de la secrétaire. À la fois ça peut être une SCP, c'est-à-dire qu'ils ont réuni leur activité sous une entité, mais ils se partagent les résultats à chacun. On a les SCP, on les a chez les notaires, et chez les professions médicales et chez les avocats. Dans une activité artistique, on appelle ça une STEF. STEF, ça veut dire société de fait. Et par exemple, je vais donner des exemples que j'ai chez moi, on les a aussi chez les architectes. Mais dans les activités artistiques, par exemple, vous avez un dessinateur de BD et un coloriste. Ils sont indissociables professionnellement. Ils travaillent toujours ensemble. Pourquoi on va leur faire 2 statuts avec 2 comptabilités, 2 comptes en banque, 2 liasses fiscales, 2 déclarations de TVA? On va faire une enveloppe corporelle fiscale qui s'appelle une STEF. On va désactiver leurs 2 activités libérales pour les regrouper sous une seule entité. On va tenir une seule comptabilité. Et en fin d'année, on va trouver un résultat qu'on va partager entre les 2. Et ils seront à la maison des artistes ou à la GSA chacun. Donc ça, c'est le moyen de faire comme une société, mais de continuer d'être à la maison d'artistes ou à la GSA. Il faut que ce soit une activité complémentaire et qu'il y ait une bonne relation entre les personnes. Souvent, c'est un couple ou des amis de longue date. Moi, j'ai ça, donc des architectes qui travaillent sur un projet commun, des gens qui travaillent dans la BD, des gens qui travaillent, qui sont graphistes, qui font tout en commun, ou des photographes. Par exemple, un photographe, il est un styliste culinaire. C'est des gens qui font une activité où ils sont tout le temps ensemble. Ça marche très bien parce que du coup, ça allège les coûts. Pas de frais de création, alors que c'est comme une société. On peut prendre un nom en plus. On peut s'appeler la Steph Bidule Chouette. Et vis-à-vis des gens, ça apporte déjà une première amorce de crédibilité. L'association, ce que je disais tout à l'heure, hein, très à la mode parce que on dit toujours culture égale associatif. Après, elle a un inconvénient, c'est que si elle est fiscalisée, quel est l'intérêt d'avoir une association si elle est fiscalisée? Et puis, tout son patrimoine n'appartiendra qu'au monde associatif et devrait être transféré à une autre association ou à la Caisse des dépôts et consignations si on doit l'arrêter. Si vous faites une activité juste purement intellectuelle, vous n'avez pas créé de patrimoine. Mais quand je vois des gens qui font des maisons d'édition de livres ou des maisons de production de disques, ils ont créé un catalogue de livres, un catalogue de disques. Et ce patrimoine, c'est un patrimoine immatériel. Il appartient à qui? Il appartient à l'association et personne ne pourra le récupérer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une hérésie fiscale. On ne crée pas quelque chose où il y a un patrimoine qui va se créer petit à petit. Si c'est pour le laisser au monde associatif, vous allez le perdre forcément. A l'inverse, il y a des gens qui créent des fondations pour protéger un patrimoine, parce qu'ils savent qu'on ne pourra pas le prendre. Mais ça, c'est des gens très riches qui, d'un seul coup, donnent toutes leurs œuvres et tout à ce qu'on appelle une fondation, un fonds de dotation, qui sont des associations. Hein. Ça porte un autre nom, mais un fonds de dotation ou une fondation, ce sont des associations. Donc ça, c'est le moyen de protéger. C'est-à-dire que si c'est pour protéger un patrimoine, on le glisse dans une fondation ou une association. Si c'est pour créer un patrimoine, mais que vous êtes dans un esprit lucratif, il ne faut surtout pas le mettre dans une association. Allez, le petit bébé à la mode là. Micro-entreprise, donc ex-auto-entreprise ou auto-entrepreneur. À peu près 1 million d'euros, 1 million d'auto-entrepreneurs en France, 500 000 seulement actifs, et si on prend le chiffre d'affaires moyen de ces 500 000, on arrive à 5 000 euros par an. Autant dire, quand on n'arrête pas de dire à la télévision, c'est super, on a 1 million d'auto-entrepreneurs en France, c'est un super succès, c'est génial, c'est de l'entreprise, et qu'on vous le vend comme une création d'entreprise, tout ça, c'est de la flûte politique. D'accord ? C'est vrai que c'est intéressant, hein. Moi je ne suis pas contre les auto-entrepreneurs, ça peut être un bon démarrage, ça peut être une étude de faisabilité de son projet, ça peut être aussi en parallèle qu'on est à l'école, en disant je voudrais commencer à faire des petits boulots, j'ai pas envie de m'embêter parce que qui sait si je sortirai de l'école, si je ne vais pas sortir pour trouver un boulot sérieux tout de suite, ou si je ne vais pas partir à l'étranger pendant un certain temps parce qu'on a des métiers artistiques. Je pense aux motion designers qui sont beaucoup happés par les boîtes de production américaines. Alors maintenant, les boîtes de production américaines, elles s'installent en France parce qu'ils savent qu'on a un savoir-faire et qu'il y a certains qui ne veulent pas quitter la France. Donc, mais en tout cas, comme on ne sait pas trop ce qu'on va faire quand on est encore à l'école, ça peut être un bon plan pour commencer. Mais il ne faut pas y rester. C'est pas une entreprise, mais c'est un statut intermédiaire, d'accord ? Enfin, c'est un régime fiscal dérogatoire. Il permet d'activité BNC ou BIC. Alors les seuils, donc maintenant 70 000 ou 170 000 euros. Vous imaginez quand vous êtes en activité commerciale, on peut aller jusqu'à 170 000 euros de chiffre d'affaires. C'est énorme. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font tout seuls. Hein. Et même 70 000 euros. Alors, je vous donne un exemple. Si vous êtes à 250 euros jour, ce qui n'est pas cher, hein, c'est la fourchette basse pour une prestation artistique, et que vous travaillez 15 jours par mois,
et que vous travaillez 11 mois dans l'année, ça fait 41 000 euros de chiffre d'affaires. Vous refaites le calcul à 400 euros pour ce que ça fait. Je ne sais pas combien vous êtes jour en moyenne. 250 euros, c'est une fourchette très très basse. Hein. 1000 euros jour si vous êtes un champion. Quoi. Je dirais plutôt dans les 400-500. Mais, Entre 350 et... ça dépend de la durée de la mission que vous avez. C'est-à-dire que si vous avez des missions de 2-3 jours, on peut cibler du 400 ou 500. Si vous avez des missions qui durent 15 jours ou 20 jours, on est obligé de descendre un petit peu le prix. Donc c'est pour ça que ce seuil à 70 000 euros, il est devenu intéressant, mais rappelez-vous que même à la maison des artistes sur la GSA, on a ce même seuil de 70 000 euros, mais on ne peut pas passer ses frais. Sauf qu'on peut quand même récupérer la TVA sur ses dépenses et on est obligé de tenir une comptabilité. Donc l'avantage, simplicité, mais c'est la même chose, hein. On le fait en ligne, mais on imprime, on envoie par la poste après le formulaire. Simplicité de gestion des charges, on fait tout en ligne. Trimestriellement, on fait sa petite déclaration de chiffre d'affaires. Et on dit, tiens, voilà combien j'ai encaissé ce mois-ci, et je déclare mes revenus. Est-ce que c'est mieux ou moins bien que Maison des artistes? Parce que Maison des artistes, vous avez vu tout à l'heure, j'ai dit que c'était 28% de charges sociales, et auto-entrepreneur, c'est 22% de charges sociales. Sauf que les 28% sont sur 66% du chiffre d'affaires, quand on est en régime micro, alors que les 22% sont 100% du chiffre d'affaires. Si vous faites 66% de 28%, ça fait moins de 20%. Donc, micro-entrepreneur, Maison des artistes, c'est moins coûteux que auto-entrepreneur à 22%. Le taux de charge sociale n'est pas le même, mais la base n'est pas la même. Il faut se méfier de la face cachée de l'iceberg. On a une base, ce qu'on appelle une assiette sociale ou une assiette fiscale qui est différente. Du coup, on croit que c'est plus intéressant d'être micro-entrepreneur que maison d'artiste. Eh bien non. Inconvénient, il est mal perçu par certains clients. Ça, c'est sûr qu'on a des gros budgets ou autres qui ne vont pas passer, surtout en ce moment avec le bordel que c'est, avec le doublement des seuils. Il y a plein d'entrepreneurs qui ne comprennent plus rien parce qu'ils vont se retrouver avec des gens qui seront tout le temps à la TVA alors qu'ils sont micro-entrepreneurs. Les impôts, pareil, quand on les appelle aussi, ils sont un peu embêtés. Ils disent oui, mais nous, on n'est pas au courant, il va falloir qu'on crée des numéros de TVA à tous les autres entrepreneurs alors qu'ils étaient censés être en franchise de base de TVA. Donc on a créé quelque chose de très complexe en ce moment. Il ne permet pas de développement, donc, parce qu'on ne peut pas avoir d'associés et puis on est limité, on est né au chiffre d'affaires, de toute façon 70 000 euros, ça limite. Il ne permet pas la signature d'un bail commercial, donc pas de locaux, et il est interdit pour les personnes relevant de la maison d'artiste et de la GSA. Attention, hein, même si vous arrivez à faire passer une création d'entreprise en disant je suis graphiste en auto-entrepreneur, théoriquement vous n'avez pas le droit, on devrait vous jeter. C'est-à-dire que ça ne devrait pas marcher. C'est interdit. Si vous mettez graphiste, si vous mettez directeur artistique, vous allez pouvoir être un micro-entrepreneur, et si vous mettez graphiste ou photographe publicitaire ou photographe artistique, normalement ça ne passe pas là, en auto-entrepreneur. Et pourtant ça passe des fois. Je suis dans les temps. Conclusion. Bon, je sais que vous avez un peu mal à la tête là maintenant. Non, ça va? Ça va? Bon. Parcours du combattant, c'est ce que vous imaginez au départ? Est-ce que ça l'est un peu moins, j'espère, mais en tout cas, vous reprendrez le tableau, vous reposerez les questions, puis vous verrez où vous pouvez vous positionner. Puis aussi, vous pouvez comprendre qu'on peut commencer par très simple, et tout est évolutif. C'est-à-dire que je peux, micro-entrepreneur, comme c'est gratuit, je crée, je décrée, basta, je passe à autre chose. Maison des artistes en régime micro, je passe par la suite en régime réel. Le jour où je commence à trouver des associés, beaucoup de boulot, je passe en SARL. Je trouve un investisseur, je passe en SAS. D'accord? Je veux monter une association, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas contre les associations, mais dans un milieu vraiment culturel, je veux bien. Maintenant, je voudrais pouvoir sortir du pognon et rémunérer aussi les gens qui travaillent avec moi. Je passe en scope. Après, on ne peut pas passer à autre chose qu'en scope. Hein. Au-dessus, ça ne passe plus. Surtout aussi, hein, donc ne foncez pas vers les formes les plus complexes mais les plus simples. Et puis aussi, c'est surtout ça qu'il faut faire attention, c'est qu'en ce moment sur les réseaux sociaux, je lis des trucs qui me font rire. C'est qu'il y a des gens qui disent ah, allez, je vais commencer à faire mes calculs pour mon bilan, savoir combien j'ai gagné cette année, machin chose. C'est-à-dire que pendant un an, ils ne font rien, ils ne savent pas où ils en sont. Certains vont découvrir qu'ils vont dépasser les seuils. C'est-à-dire que alors le seuil de 33 000 euros pour la TVA, c'est-à-dire qu'ils vont arriver à 50 000 euros de chiffre d'affaires en pensant qu'ils étaient en régime micro, mais en réalité, ils devraient appliquer la TVA depuis 33 000. Certains vont s'apercevoir que s'ils avaient fait les vrais calculs, ils auraient été préférable d'être en réel plutôt qu'en micro. Mais c'est trop tard parce qu'ils auraient dû adhérer à une association de gestion agréée il y a un an et ils vont se prendre 25% de majoration. Donc, c'est des choses, ça se pilote une entreprise. Hein. On parle d'ailleurs, on parle même plus de comptabilité, on parle de pilotage. Vous avez des plateformes en ligne maintenant qui permettent de
gérer un peu comme votre compte en banque où la banque vous propose une affectation des dépenses par catégorie. Vous voyez sur votre banque en ligne, il y a des petits camemberts et on vous dit voilà où est-ce que tu en es dans ton solde. Et puis voilà ce que tu as comme dépenses par nature. Et puis des fois, il y a une catégorie qui vous dit ça, on n'a pas pu les affecter, on vous demande de les affecter. Aujourd'hui, vous avez des plateformes en ligne de comptabilité. Alors nous, on dit encore comptabilité, mais c'est de pilotage d'entreprise qui vous permet de faire la facturation client, de faire des devis, bons de commande, relance. Il y a des camemberts dans tous les sens qui vous disent où est-ce que vous en êtes. Et puis la banque, elle remonte automatiquement, comme si c'est votre banque perso, mais c'est la banque dédiée à l'activité professionnelle et qui permet de piloter votre entreprise et de savoir un peu où vous en êtes. Si vous ne pilotez pas votre entreprise dès le départ, c'est comme ça qu'on va droit dans le mur. Dans les 70% d'entreprises qui se cassent la gueule au bout de 3 ans, les 3/4, ce n'est pas pour des problèmes de chiffre d'affaires ni de résultats qu'elles se cassent la gueule. C'est pour des problèmes de trésorerie. C'est qu'elles n'ont pas de cash. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un peu la guerre avec le cash, avec les banques qui ne jouent pas tellement le jeu et qui a le crowdfunding qui est né par-dessus. C'est qu'aujourd'hui, la survie d'une entreprise, les entreprises dévorent de la trésorerie. C'est-à-dire que la croissance est dévoreuse de trésorerie. On peut faire du chiffre d'affaires, on peut faire du bénéfice. Pourtant, on peut mourir parce qu'on n'a plus de cash. Et ça se pilote. Ça se pilote avec un business plan. Alors, je dis pour rigoler d'être entouré d'un expert comptable. C'est pas obligatoire. Un expert comptable, c'est jamais obligatoire. La seule profession du chiffre qui est obligatoire, c'est un commissaire aux comptes quand vous avez dépassé les seuils et que vous avez la forme de SA. Et de suivre un petit peu tout ça pour savoir un peu où vous en êtes. Oui. D'avoir un expert comptable malgré tout quand on commence son entreprise, ça nous permet, c'est souvent des conseils qu'il donne. Alors, est-ce que l'expert comptable est utile dès le départ? Oui, ça fait peur. En général, les gens n'osent pas trop aller chez un cabinet d'expertise comptable. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'expert comptable, le premier rendez-vous que vous allez faire avec lui, il est gratuit. C'est important de le savoir. Donc vous venez. Moi, généralement, je fais mon petit dessin du graphique que vous avez vu au début et je vous dis, ben voilà, dans un premier temps, je vous écoute. Je vous dis, qu'est-ce que tu veux faire comme activité? Est-ce que tu auras des associés? Est-ce que tu veux produire des choses? Est-ce que tu seras juste une activité intellectuelle? Je réfléchis de savoir si ça relève d'une activité artistique ou pas. Alors, le jour, j'ai un rendez-vous demain avec une entreprise, par exemple, qui fait du relevé topographique en animation 3D. Eh bien, elles veulent faire des expositions maintenant. Le problème, c'est qu'elles n'ont pas la forme pour employer des intermittents du spectacle, alors qu'ils font travailler des motion design. Donc, j'ai un problème avec eux, donc il faut que je vois un peu comment on peut éclaircir la situation. Donc, ils vont faire un premier rendez-vous demain. Peut-être qu'ils ne reviendront jamais voir. Mais en tout cas, moi, je les aurais mis sur les rails, et c'est nos obligations professionnelles. C'est-à-dire que déontologiquement, je n'ai pas le droit de vous faire payer le premier rendez-vous. D'accord ? D'ailleurs, même l'Ordre d'experts comptables avait sorti une campagne l'année dernière qui s'appelait Parcours créatif ou Parcours création. On devait vous offrir 3 rendez-vous gratuits. Après, à un moment donné, d'accord. Mais le premier, moi, ça m'arrive d'en faire 1 ou 2 si la personne a un mauvais départ. Parce qu'il y a des fois des gens qui viennent, ils se posent la question, mais c'est trop tôt. Donc, ils continuent un peu sous le statut d'entrepreneur. Et puis, le jour où ils sont prêts, ils reviennent me voir en disant, voilà, on va remettre un peu les choses au clair. Maintenant, je suis prêt, j'ai des plus gros budgets. Là, hier, j'avais une jeune fille qui m'envoie un mail, elle me dit, j'ai signé déjà, on est en janvier, elle me dit, elle est en auto-entrepreneur, j'ai déjà signé pour 47 000 € de devis. C'est bien, hein? On est en janvier. Donc elle sait qu'elle va finir l'année pas dans le régime micro. Donc il faut anticiper. Ça aussi, c'est quelque chose d'important pour ceux qui font de la moto. Il faut anticiper. Il ne faut pas attendre après. Tout se réfléchit avant. Et on peut changer sur une année fiscale, sur la même année fiscale de statut? Ouais, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on peut changer de régime fiscal en cours d'année? Sur certaines formes, oui. Sur d'autres, il vaut mieux les clôturer et en faire une autre en échange. Par exemple, il n'y a pas de passerelle entre micro-entrepreneurs et les autres régimes. Donc il faut clôturer et créer. Surtout qu'on n'a pas le droit d'avoir les deux en même temps. La micro-entreprise est incompatible avec plein d'autres statuts. On ne peut pas être par exemple gérant de SRL et micro-entrepreneur en même temps. C'est interdit par la loi. On peut être maison des artistes et micro-entrepreneur en même temps, à condition que l'addition des 2 chiffres d'affaires soit inférieure au seuil. S'il y en a un qui dépasse les seuils, on ne peut plus être micro-entrepreneur de l'autre côté. Donc il y a plein d'incompatibilités comme ça. Ce sera l'objet d'un prochain talk. Il faut réfléchir à vos conditions de travail et à t'accompagner. Donc ça répond aux 4 questions qu'on a fait au départ. Est-ce que j'ai besoin d'associés ou pas d'associés? Production, matériel ou intellectuel. Donc si ce n'est pas que intellectuel, pourquoi faire une société? L'évolution, activité linéaire ou forte croissance. Ça, c'est dans le cadre de dire est-ce que je fais une SAS ou est-ce que j'opte pour l'IS ou pour l'impôt société ou l'impôt sur revenu? Est-ce que je vais avoir des investisseurs ou pas? Si c'est pour être plan-plan, faire sa petite création graphique et tout, on ne fonce pas vers les femmes très complexes. Les contrats aussi, ça, je dis négligez pas la gestion de votre entreprise, la comptabilité, le prévisionnel, voir un petit peu où est-ce que vous partez pour anticiper. Les contrats aussi,
Combien de fois je vois des gens qui disent j'ai fait un boulot mais j'ai pas fait de contrat et la personne elle réutilise mon dessin maintenant pour faire sa carte de vœux et pour faire le site internet alors que je l'avais vendu pour faire la page d'accueil de la plaquette annuelle ou du rapport annuel. Et j'ai dit bah t'as fait une facture, t'as fait un libellé, t'as marqué pourquoi t'avais cédé tes droits. Et ils disent bah non j'ai juste marqué prestation graphique concernant le dessin du chouette et c'est tout. Et je dis mais non il fallait dire que c'était pour une durée de 1 an pour un support correspondant à une plaquette annuelle et que tu étais tout droit réservé par la suite. Et donc faites attention à ça. Aujourd'hui, les droits d'auteur sont beaucoup et largement bafoués. Protégez-vous, y compris aussi dans les conditions générales de vente, en disant que vous serez payé à 60 jours. Après, au-delà, il y aura des indemnités qui seront payées ou que si la période vous paye en avance, qu'elle ne vous fasse pas ce qu'on appelle un escompte. Donc il y a plein de choses à faire. On trouve des plateformes, d'ailleurs, on peut faire des factures et des conditions générales de vente. Back office permanent. Oui. Quand je me suis renseignée pour aller à la maison des artistes et pour faire des factures, des fois je voyais sur des factures sur internet qui mettaient, je sais plus, peut-être 2-3 euros en plus sur le montant de la facture pour le droit. Le droit d'auteur? Ouais, le droit d'auteur. 2-3 euros seulement? Après, c'est des petites factures que j'ai vues, moi j'ai pas regardé sur des gros trucs, mais. D'accord. Ce qui est difficile en ce moment, alors, on me pose la question par rapport aux obligations sur les factures. Donc il y a des obligations sur les factures. Il faut faire attention aux libellés. Après, on trouve tout et n'importe quoi. C'est ce que je disais, on trouve tout et n'importe quoi sur Internet. Et aussi, la chose qui est horrible, c'est qu'avec les nouvelles plateformes qu'il y a plein de plateformes en ligne qui sont souvent pas localisées en France et qui vous payent. Alors, je pense, j'ai vu l'autre jour un rendez-vous et j'ai vu un article sur cette même société l'autre jour qui fait de la photographie. Ils imposent aux gens, pour appartenir à la plateforme, d'être micro-entrepreneurs. Donc on a des photographes qui devraient être censés être photographes auteurs, mais s'ils veulent travailler sur la plateforme, ils n'ont pas le droit d'être à la GSA, ils doivent être micro-entrepreneurs. Après, on a le droit de choisir de travailler avec eux ou pas avec eux, avec les prix en plus qu'elles proposent, parce qu'on est à 9 € la photo pour faire du shooting, là où des photographes de mariage pourraient être à 250 € une journée de photo. Donc il y a des gens qui, pour se disculper, parce que vous me parlez de rajouter 3 € pour des droits d'auteur, pour se disculper d'avoir payé les droits d'auteur, disent bon, on va rajouter une facture, avec une ligne avec marqué session de droits d'auteur 3 €. Oui, ça veut tout dire et n'importe quoi. Surtout, quelle est la valeur d'un droit d'auteur sur une prestation? Il n'y a pas de règle. Okay, donc on ne doit pas mettre ça pour leur interdire de réutiliser la photo ou de réutiliser. Non, mais la facture en elle-même est une cession de droit d'auteur. Tout le travail que vous vendez. Il faut faire attention au niveau juridique, c'est qu'on a... tout à l'heure, on parlait des rencontres entre une ligne droite et une courbe. Maintenant, je vous rappelle à la petite école, quand vous travaillez avec les ensembles, vous savez, c'était des ronds qui devaient se croiser, les ronds. D'accord ? Vous avez le code de la propriété intellectuelle qui est très très large, qui englobe plein de choses. Mon PowerPoint, il est protégé par le code de la propriété intellectuelle, d'accord ? Et je ne suis pas un auteur. Vous avez la fiscalité qui est très restrictive, qui dit moi, un auteur, c'est ça et pas autrement. Et vous avez la maison d'artiste et la GSA qui est beaucoup plus aware. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on mélange un peu tout, parce que au sens fiscal du terme, les impôts, par exemple, ils trouvent que les graphistes ne sont pas des vrais artistes et qu'ils doivent appliquer, par exemple, une TVA à 20%. Alors qu'au sens de la maison d'artiste, un graphiste, c'est bien quelqu'un, un artiste-auteur. Et au sens du code de la propriété intellectuelle, il est bien protégé. Donc votre facture, si vous marquez dessus création graphique pour une plaquette publicitaire, machin chose et tout, même si vous ne mettez pas la ligne cession de droit d'auteur, le fait de vendre la création graphique englobe le fait de céder vos droits d'auteur. Il faudrait préciser qu'il y ait une durée, un support, un territoire, là, 3, ouais, je suis... Si vous ne précisez pas ça, ben on peut faire n'importe quoi avec vos droits d'auteur. Et on l'a vu, hein, moi j'ai vu des gens qui ont fait des refs qui ont été utilisés en dessin définitif, des gens qui ont fait une carte de vœux qui a été utilisée pour faire la page d'accueil d'un site internet, ou carrément une fois c'était sur un site, vous savez, comme venteprivée.com, où une personne fait un shooting pour une campagne de vente en ligne, et la société qui voit les photos les trouve tellement bien qu'ils disent tiens, puisque tu as acheté les photos, donne-les-moi, je vais les mettre dans mon catalogue pour vendre mes produits en direct. Ben non, les prix d'un shooting... pour des sociétés comme vente privée, c'est des shootings d'ailleurs qui ne coûtent pas très cher. Les photographes qui font ça, on fait clic, 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 on fait beaucoup, beaucoup de photos. C'est pas le même prix que d'avoir en permanence les photos des vêtements dans un catalogue de VPC. Qu'est-ce que vous voulez dire par territoire ? Ben, zone Europe, monde. Vous voyez, moi j'ai beaucoup de photographes chez moi. Quand un photographe fait une campagne de pub pour un produit et que d'un seul coup il avait les droits à France, puis après Europe et après monde, ben, à chaque fois vous rajoutez un zéro. Hein. On passe de 10 000 à 100 000 et de 100 000 à 1 million d'euros. Hein. Quand vous faites une campagne pour L'Oréal Monde, c'est pas le même prix quand vous faites une campagne pour L'Oréal France. Hein. Ce qui est différent quand on est graphiste ou infographiste, on fait sa prestation pour un boulot, pour un site internet ou autre. C'est différent la campagne monde ou pas monde parce que du coup le territoire il est dès le départ mondial.
Par contre, quand on fait de l'animation pour des films au cinéma comme l'histoire d'Arthur et les Minimoys, bah là, ils ne se sont pas protégés. Il aurait mieux fait de leur donner, dès le départ, un petit montant de droit d'auteur, genre 10 000 balles. Ils n'auraient pas pu aller en justice parce qu'ayant signé le contrat de droit d'auteur dès le départ, ils étaient considérés comme auteurs vis-à-vis de lui et ils avaient accepté le montant. Toujours les problématiques de contrat. Hein. Mais la durée, c'est pas. Pardon. Non, vous avez le droit de donner la... Regardez, quand on achète des photos sur banque d'images actuellement, vous savez, on achète des photos à 1 euro, 10 euros, 5 euros, il y a marqué que c'est pour une durée de temps de... Par exemple, pour un an, pour 1000 exemplaires quand on veut faire des plaquettes. C'est quand même limité dans le temps et dans le nombre d'exemplaires qu'on fait. Mais si dans 2 ans, j'ai toujours la même plaquette et il y a toujours la même photo. Vous êtes censé l'arrêter? Ah bon? Ça dépend ce que vous avez payé. Ou alors de renouveler les droits. Regardez, on renouvelle bien ces droits de domaine. Les noms de domaine, tous les ans, tous les 2 ans, on les renouvelle. Oui. Vous payez un droit d'utilisation. Et là, toutes les banques d'images, toutes les photos qu'on achète pour des plaquettes publicitaires, normalement, c'est marqué que vous les achetez soit pour une durée de 5 ans. Alors, on sait qu'une plaquette publicitaire, généralement, elle a une durée de vie de 3 à 5 ans. Hein, donc, c'est pour ça qu'ils ne se mouillent pas en disant 5 ans. Mais c'est marqué, par exemple, 100 000 exemplaires ou 10 000 exemplaires, ou sinon, vous payez plus si vous voulez plus d'exemplaires. Mais on passe sur une formule plus forte pour avoir justement une cession de droit plus forte également. Les droits d'auteur, c'est une durée, une quantité, un support et un territoire. Vous avez eu des cas, mais je vous donne des cas assez marrants. Hein. Par exemple, il y a des gens qui ont enregistré des chansons en phase B d'un disque et on leur a dit, tu as le droit de tirer que 2000 exemplaires de ce disque-là. Il y avait un truc très drôle comme ça, c'était Laurie qui a le droit de chanter une chanson de Mylène Farmer sur une phase B d'un disque. Alors, phase B, c'est pour rigoler, hein, c'est qu'il n'y a qu'une phase sur les CD. Mais parce que j'en ai parlé l'autre jour sur un exemple assez marrant sur le droit d'auteur, c'est qu'elle a eu le droit de faire ce disque qui a été tiré qu'à un certain nombre d'exemplaires et elle n'a pas le droit de faire plus. Et vous avez par exemple Yellow Corner, donc les banques d'images qui vendent les photos, les boutiques Yellow Corner, quand à un moment donné ont une série de Jacques Tati, et comme on protège beaucoup le patrimoine de Jacques Tati, ils ont le droit pendant 3 mois de sortir les photos de Jacques Tati. Et dernièrement, ils ont sorti toutes les photos, les Polaroid en longueur de Kodak. Ils ont le droit pendant 4 mois de sortir un tirage limité, les tirages de Polaroid. Non, c'est Kodak, pardon, c'est Kodak, des photos cinémascope Kodak. Elles sont tirées à X exemplaires et une fois que c'est terminé, ils n'auront plus le droit. Ils ont un droit temporaire d'édition des photos. Mais là, il faudra parler des droits d'auteur, hein, ce ne sera pas moi. Pour moi, j'en ai fini. Pour conclure, si là, on devait se lancer, enfin on voudrait monter notre activité ou faire quelque chose, le mieux, ça serait donc la micro-entreprise pour nous. alors c'est un régime micro-fiscal, en attendant de faire du vrai chiffre d'affaires, d'accord? Mais sauf si vous avez beaucoup de matériel à acheter dès le départ, je vous le déconseille parce que vous ne pourrez pas récupérer à TVA sur vos dépenses ni déduire ses frais. Et après, il faudrait choisir si votre activité relève d'une activité artistique et donc dépendre de la maison des artistes, ou pas artistique et dépendre du micro-entrepreneur. Pour moi, l'école du multimédia, vous sortez, c'est une activité artistique, c'est infographiste. Sauf si vous dites que vous faites que de l'animation 3D, sans faire la création préalable. Non, mais c'est par exemple, en même temps que l'école multimédia, on aimerait bien faire 2-3 Alors, si c'est temporaire, en attendant de choisir plus tard, faites auto-entrepreneur, enfin micro-entrepreneur. Moins de chances de se faire jeter. Oui, ça me permet d'évoluer en plus votre projet professionnel parce qu'aujourd'hui, vous ne savez pas forcément ce que vous allez faire quand vous allez sortir de l'école. Est-ce que vous allez vraiment créer votre structure? Est-ce que vous n'allez pas avoir d'opportunité d'emploi dès le départ? Est-ce que vous n'allez pas partir à l'étranger? Donc si vous avez des doutes, ça ne coûte rien de créer un auto-entrepreneur et de l'arrêter après. Même on peut créer un auto-entrepreneur pour 1 mois. Hein. Ça arrive. Hein. Donc créez ça. Ça vous fait la main, ça vous oblige un peu à apprendre à se faire une facturation, à faire des déclarations, à vivre le côté administratif de la chose. Et après, quand vous sortez de l'école, il faut se poser. Mais je vous dirais que d'après vos études, ce ne sera pas le micro-entrepreneur qui sera le meilleur. Ce sera peut-être un micro-BNC, mais maison des artistes, pas AGS en tout cas. Une fois qu'on a le numéro de ciré on a reçu le courrier de l'URSSAF, on n'a rien à payer encore à ce moment-là. Non. Le numéro ciré, c'est pas fait pour payer, c'est fait pour avoir une existence juridique. Ouais, mais je pensais qu'à la fin, il fallait payer quelque chose. Ah bah, si c'est un numéro ciré pour être à la maison des artistes, vous allez avoir des cotisations qui vont être prélevées vos factures pendant 1 an avant de faire vos preuves, c'est la fameuse période probatoire. Si vous êtes en P0 PL, donc URSSAF, dès le départ, on va vous appeler des cotisations sociales au bout de 90 jours, parce qu'on ne peut pas payer de cotisations sociales avant 90 jours, avec un plancher. C'est-à-dire que le RSI, ex-RSI, va vous appeler des cotisations sociales tous les trimestres. C'est bon pour tout le monde, donc le débat là? Je vous remercie à tous.